11 000 abonnés, mais c'est magnifique. Merci à vous de vous être abonnés, ceux qui sont abonnés récemment, et surtout merci à ceux qui sont là depuis le départ. Et ben donc voilà, c'est pour vous que je vais faire cette émission, parce que pas mal de gens me l'ont demandé. Je sais que c'est un programme qui plaît vraiment beaucoup, les 50 meilleurs films de tous les temps. Voilà, je fais un volume 2 à cette première vidéo qui avait vraiment beaucoup plu. Donc comme vous le savez, ça va être une vidéo vraiment très longue, où je vais prendre mon temps, je vais parler lentement, ça va être à la cool, donc installez-vous confortablement. Si vous avez un truc à faire, genre le rangement de toute votre maison, là je pense que vous pouvez largement la faire sur cette vidéo. Et au pire, si vous avez le nouveau système YouTube où vous pouvez écouter le truc sans avoir besoin d'avoir l'application allumée, et ben vous pouvez carrément marcher voilà, quelques kilomètres. Là franchement ça va être bien long. Donc je reprends je vais faire la volume 2, donc on va aller un peu plus bas dans le top. On va faire du 100e au 50e meilleur film de tous les temps sur le top IMDb. Le truc c'est qu'il y a quand même une dizaine de films que je n'avais pas vus dans ces 50 là, et j'avais pas envie de rattendre une éternité avant de tous les voir pour pouvoir refaire ce top. Donc j'ai un peu arrangé les trucs à ma sauce et j'ai mis des films qui étaient en dessous, voilà, pour combler les trous. Donc bah écoutez, on va faire ça depuis le départ. On va partir donc, on va considérer qu'on va refaire du 50 au premier, donc je vais appeler le 50e meilleur film de tous les temps d'après IMDb. Et bah écoutez, on commence tout de suite avec donc les 50 meilleurs films de tous les temps, volume 2. Et en 50e position, il y a Le Trésor de la Sierra Madre, un film qu'on peut considéré comme un western, j'imagine, avec Humphrey Bogart. Je vais regarder le nom du réalisateur tout de suite. John Huston, le réalisateur, donc c'est le réalisateur du Faucon Maltais également, un très bon film, avec Humphrey Bogart également. Et donc là, on est dans Le Trésor de la Sierra Madre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est plus ou moins un western. Donc l'histoire, c'est celle, si je ne m'abuse, de 3 personnes qui se rencontrent au Mexique, ou à la frontière mexicaine, enfin ouais non je crois que c'est au Mexique, et qui entendent parler d'un gisement d'or dans des montagnes, et donc ils décident d'y aller discrètement, et donc ils vont œuvrer en solitaire dans cette montagne, ces 3 hommes, pour récolter plein d'or, et ils arrivent à accumuler vraiment beaucoup d'or, et je vais pas vous raconter le film exactement en entier, donc je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, mais après il va se passer des choses un peu compliquées, la solitude, la folie, tout ça va arriver, et c'est un film vraiment, moi je sais pas du tout ce que j'allais regarder quand j'ai lancé ce film, et j'étais vraiment cueilli par déjà la performance d'Humphrey Bogart, qui pour une fois n'est pas dans un rôle comme j'avais l'habitude de le voir, c'est-à-dire un rôle où il va être peut-être un peu plus noble. Là, il y a vraiment une face d'ombre qui est explorée sur ce personnage, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et surprenant. C'est vraiment un film usant, hein. C'est un film qui va t'épuiser parce que les personnages sont épuisés, c'est un film qui joue sur tes nerfs, même sur le fait... il y a quelque chose qui m'a fait penser un peu récemment à ça, c'est le genre de film qui a une forme de fatalité affreuse, et où tu te dis « Oh putain de merde, ah là là !» Et c'est un peu comme ouais, un film de Guy Ritchie qui me fait penser à ça, c'est Arnaque, crime et botanique, avec sa fin, où il y a un peu quelque chose de similaire dans Le Trésor de la Sierra Madre. C'est vraiment... c'est dur comme film au final, mais c'est une belle aventure. Il y a vraiment un dépaysement qui se fait par le lieu où le film se passe. On est dans ces montagnes au Mexique, et voilà, on est aussi sur une chasse au trésor un peu au départ, et après on est sur... Ça raconte aussi une époque, voilà, la ruée vers l'or, et cette manière dont les cow-boys, plus ou moins, enfin ce qu'on pourrait considérer comme des cow-boys, allaient chasser l'or dans la montagne, et comment tous les stratagèmes utilisés pour justement... protéger son or, récolter l'or, enfin voilà. C'est un film qui raconte vraiment bien ce petit microcosme-là, qui t'immerge totalement dans cet instant-là, et honnêtement, je vous invite vraiment à le découvrir, parce que moi j'ai trouvé ça vraiment surprenant, prenant, haletant, et vraiment stressant et un peu déprimant. Donc c'est quand même beaucoup de choses pour un seul film. Donc voilà, c'était le Trésor de la Sierra Madre, qui était donc 50e. 49e, toujours un western impitoyable de Clint Eastwood. Alors je l'ai revu il y a très peu de temps, donc c'est cool de pouvoir bien en parler. Impitoyable, donc c'est considéré comme un des plus grands westerns de tous les temps. C'est le film qui arrivait vraiment au moment où le western ne voulait plus dire grand chose, et qui lui a quasiment offert une espèce de conclusion, parce que voilà, c'est ce qu'on appelle un western crépusculaire. Donc l'histoire, c'est celle de Clint Eastwood qui joue, alors je vais regarder le nom du rôle, qui joue donc Bill Money, qui est une ancienne terreur de l'Ouest, un espèce d'homme qui apparemment est perçu comme vraiment un ancien, quasiment un tueur sanguinaire, enfin on n'en sait pas trop de son passé, mais il a vraiment un passé trouble, et le truc c'est qu'il s'est rangé depuis quelques temps, il a eu une femme et des enfants, sa femme est décédée, il élève ses enfants tranquillement un peu à l'écart de la société, et là il se passe un truc, c'est qu'il y a une prostituée dans une ville pas très loin qui s'est fait charcuter par un cow-boy,
et il y a un jeune cow-boy qui vient dire ça à Bill Money, et ils viennent un peu se monter le bourrichon, s'imaginer que ce qui s'est passé c'est vraiment un crime atroce, et enfin, en plus il y a un prix sur sa tête, enfin sur la tête des cow-boys qui ont fait ça, parce que les prostituées se mettent ensemble pour obtenir un petit pécule. Et donc Bill Money va un peu trahir son envie de rester loin de tout le bordel et de pas se mêler de quoi que ce soit et de juste d'élever sa famille tranquillou pour aller en ville avec un pote à lui qui est joué par Morgan Freeman et donc pour aller en ville et aller régler ses comptes à ses cow-boys voilà, pour payer le crime qu'ils ont fait. Alors c'est vraiment un film, j'adore ce film en termes de rythme, ça t'immerge tout de suite dans cette ambiance, le premier plan est magnifique, t'as une espèce de plan avec cet arbre et cet homme en silhouette un peu sur un paysage, c'est vraiment une silhouette de paysage de western quoi, petite maison, ce petit arbre, et Clint Eastwood il joue cette ancienne légende de l'Ouest, et ce qui m'intéresse dans ce film en fait c'est que c'est un film sur la déchéance de la légende de l'Ouest, quoi. Et c'est vraiment ça, donc t'as un gros shérif qui est super vénère, qui est joué par, comment il s'appelle ce comédien? Gene Hackman, et bien sûr, donc t'as le shérif qui est joué par Gene Hackman, qui est un mec qui est vraiment hyper charismatique, qui a une espèce de force tranquille, où tu sens que ça bouillonne en lui, mais qu'il laisse rien paraître, et que c'est vraiment, il mène sa ville d'une main de fer, quoi. Et donc le truc c'est que ça va mal se passer pour Bill Money, plus ou moins, parce que il va un peu je crois qu'il va arrêter à mi-chemin, si je ne m'abuse. Et finalement, il y a Morgan Freeman qui va plus ou moins se faire quelque chose de pas terrible. Et Bill Money va venir venger tout ça, et on a cette espèce de finale génialissime. Mais voilà, il y a un rapport à la légende de l'Ouest que je trouve génial, parce que dans le film, il y a vraiment ce côté où en fait, c'est pas évident à expliquer, mais déjà, il y a un mec à un moment qui est suivi par... il y a une légende de l'Ouest qui est suivie par un biographe, en fait. Il y a un biographe dans le film, et donc le biographe est supposé être là pour continuer la légende d'un des mecs de l'Ouest, et le mec en fait se fait mettre minable par le shérif dans la ville, mais vraiment surminable, je crois qu'il se fait limite défoncer, ou il se fait bannir de la ville, après ça te fait défoncer la gueule, enfin voilà. Et en fait le biographe va reprendre va se mettre à réécrire une légende sur Gene Hackman. Et ce qui se passe à la fin, avec l'acte de bravoure de Clint Eastwood, qui est aussi un acte morbide, plus ou moins, et donc ça vient totalement... Enfin, il y a une espèce de remise en question des légendes de l'Ouest qui, au final, c'est-à-dire que toutes les gens qu'on te présente comme des légendes sont vraiment, finissent par être grotesques, quoi. Ça démystifie totalement ce côté légendaire de ces fameuses légendes de l'Ouest. Et t'as un Clint Eastwood qui, lui, présenté comme un être un peu vil et pourri, qui finalement fait œuvre d'un acte à la fois de bravoure parce qu'il va venger son pote, mais à la fois d'une atrocité horrible, et qui démontre en fait c'était ça une légende de l'Ouest, ça existe encore. Enfin, il y a cette espèce de langage compliqué sur qu'est-ce que c'est une légende de l'Ouest à proprement parler, une légende par Clint Eastwood aussi. Enfin, il y a tout ce rapport, parce que voilà, Clint Eastwood, il y a aussi ce rapport méta du fait que c'était un grand nom du western, et que là il joue un mec qui a été un grand nom de l'Ouest. Enfin, il y a vraiment cette espèce de package qui fait que ce film fonctionne mais parfaitement sur énormément de niveaux, quoi. Donc voilà, c'est un film, j'ai limite envie de le revoir encore une fois, alors que je l'ai vraiment vu il y a pas longtemps, quoi, parce que je sens qu'il y a beaucoup de couches à accepter. Moi, il y a un truc qui me fait vraiment que je trouve impressionnant, c'est le moment où il voit la prostituée en fait, et il se rend compte que putain, ils ont fait tout ça pour ça, quoi, pour une meuf qui a 4 balafres sur la gueule. Enfin, il s'est passé tellement des choses horribles dans l'Ouest qu'il y a un côté, ils sont allés trop loin, donc ils peuvent plus reculer. Mais à la fois, putain, c'était juste ça, et il y a une espèce de... Comment le téléphone arabe, un peu, comment une meuf qui se fait taillader le visage par un mec, quand ça traverse le pays, c'est genre, il lui a limite coupé un bras, enfin, il l'a défoncé, enfin, tu vois, et ça s'envenime au point que t'as 3 mecs qui décident de traverser tout le pays pour aller buter quelqu'un, quoi. Donc voilà, c'est vraiment... c'est un grand western, et limite, voilà, je vous dis, limite, je pense qu'il est tellement dense qu'il mériterait que je le revoie encore une fois, alors que je l'ai déjà vu plusieurs fois, au moins 3-4 fois, quoi. 48e, Certains l'aiment chaud, de Billy Wilder. Alors ça, c'est un film que j'adore, avec Marilyn Monroe. Donc c'est un film vraiment efficace, avec un pitch imparable, où c'est 2 musiciens qui sont poursuivis par la mafia, qui décident de se faire passer pour des femmes dans un espèce de groupe féminin, une espèce de... Ouais, un groupe de femmes musicales, je sais pas, une parade musicale, je sais pas trop. Voilà, donc ils se font passer pour une femme, et donc t'as tout cette espèce de jeu
où ils sont parmi des femmes mais en tant qu'hommes, donc ça donne lieu à énormément de quiproquos, parce qu'il y en a un qui va tomber amoureux d'une fille, enfin de Marilyn Monroe, mais vu que c'est une femme, bah, il y a toute cette espèce de relation où elle le considère comme un pote, et comme une pote, et donc bah, t'as cette espèce de chose un peu étrange, voilà, enfin il fait des manigances, enfin il y a vraiment ce côté... ouais, vaudeville total, quoi, mais qui fonctionne à mort, et c'est hyper dynamique. Billy Wilder, il arrive à avoir une espèce de modernité dans son écriture qui fait que le film, tu le vois aujourd'hui, et il te fait marrer, et il est à la fois pertinent, il te raconte des choses vraiment surprenantes sur l'humanité, et voilà, c'est vraiment un film qui fonctionne énormément, avec Marilyn Monroe qui est au summum de sa glam. Enfin là, honnêtement, Marilyn Monroe, si tu tombes pas amoureux d'elle en voyant le film, c'est que je sais pas ce qui se passe dans ta tête, quoi, parce qu'elle est mais tellement, tellement belle, et tellement... elle rayonne, quoi. Vraiment, là, je pense que c'est clairement son film où, pour moi, elle rayonne le plus, là. Celui-là, il y a cette fameuse scène dans la pistoche, là, si je crois... non, c'est peut-être pas dans certains mêmes shows, celle-là. Peut-être, en tout cas. Enfin, en tout cas, voilà, Marilyn Monroe, elle est au top du top de la beauté dans ce film. Et il y a aussi cette phrase de fin, qui est une des phrases de fin les plus belles de l'histoire du cinéma, hein, je pense. Donc... où t'as un mec qui est tombé plus ou moins amoureux d'un des deux et déguisé en fille, et qui est un riche mec, qui a un bateau et tout, et il va... toute fin du film, ils arrivent plus ou moins à se barrer et à s'échapper grâce à lui, et t'as donc le mec qui est déguisé en femme qui lui avoue que bah, finalement c'est pas une femme, c'est un homme, et le mec le regarde pas, regarde la caméra et dit bah vous savez, personne n'est parfait, quoi. L'air de dire mais on s'en fout, quoi. Et je trouve que c'est tellement, enfin c'est tellement moderne, quoi. Enfin, même maintenant, dans un film à l'heure actuelle, t'aurais cette morale-là quasiment, en mode non mais en fait je m'en fous de ton sexe, je t'aime pour quitter quoi qu'il arrive, c'est pas un problème, enfin on n'a pas besoin de parler de ça, quoi, t'es quitté, et je suis pas tombé amoureux de toi parce que t'avais des cheveux longs et que je pensais que t'étais une femme, je suis tombé amoureux de toi parce que t'étais toi en fait. Et ça, c'est quand même vraiment troublant, quoi. Tu te dis, putain, on est dans les années 50 et le mec, il ose finir son film là-dessus, sur une acceptation totale de la sexualité de l'autre, voilà, il approuve totalement l'homosexualité du mec, ou même pas la pansexualité, je sais même pas ce que c'est en termes de sexualité, mais il y a quelque chose d'hyper progressiste dans cette phrase de fin qui vraiment te fait dire que 50 ans après, le mec, Billy Wilder, il avait quand même waouh, il était vraiment en avance sur son temps, et voilà, et ça se sent dans le rythme, les répliques. Franchement, c'est un film qui s'arrête jamais, où tu peux pas t'ennuyer, quoi. Tu peux pas t'ennuyer devant certains mêmes shows, parce que c'est du petits oignons, quoi. C'est vraiment du vaudeville, mais tellement bien ficelé et rythmé, et intelligent et pertinent. Enfin voilà, c'est vraiment en termes de comédie américaine de ces années-là, j'en ai pas vu énormément non plus, mais en tout cas moi je sais que quand je l'ai découvert, j'ai fait genre waouh, mais c'est énorme comme film, quoi. C'est beaucoup trop cool. Et Billy Wilder, à chaque fois que je vois un de ses films, je me dis mais putain, mais en fait c'est trop bien, quoi. Ce mec est un génie, quoi. Il a un sens du rythme et de la fluidité dans un film qui fait que ça passe super crème et tu t'emmerdes jamais et que tu prends ton kiff à chaque fois, quoi. Donc bah certains l'aiment chaud, écoutez, 48e et très bien mérité. 47e, écoutez, Indiana Jones, c'est la dernière croisade. Alors c'est pas le Indiana Jones favori de beaucoup de gens, et bah pour moi ça l'est. Pour moi, c'est clairement le meilleur Indiana Jones. Honnêtement, j'adore ce film, parce que pour moi, c'est la quintessence de l'aventure. Je suis pas du tout un fan du premier, honnêtement. Je trouve le premier beaucoup trop monolithique, beaucoup trop simpliste finalement. Voilà, il va en Égypte, il se passe des péripéties, il trouve l'arche, fin de l'histoire. Bon, moi c'est vraiment pas un film qui me bouge plus que ça, alors que ce Indiana Jones, c'est vraiment celui qui pour moi a créé la légende dans ma tête d'Indiana Jones, quoi. C'est vraiment le meilleur, ils voyagent partout, ils vont en Allemagne, à Venise, ils finissent dans la cité de Petra, enfin qui s'appelle pas Petra dans le film, je sais plus, Alexandria ou Alexandrata, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, ils voyagent vraiment, il y a plusieurs trucs. Dès le début, cette séquence sur le bateau. Non, le début, c'est encore mieux. Ça, la séquence du bateau, si, c'est ça. Dès le début, t'as l'enfance d'Indiana Jones, c'est une séquence mais dantesque, où t'as tout. Tu vois, c'est ça qui est drôle, c'est qu'ils ont fait un film solo pour te raconter le personnage. Dans Indiana Jones, la dernière croisade, ils ont fait une séquence de 10 minutes qui suffit à te remplacer le film solo, quoi. Enfin, c'est le truc, t'as 10 minutes, et qui est joué d'ailleurs par River Phoenix, là, qui est vachement un acteur qui est décédé vachement jeune, mais qui était super bon. Et t'as 10 minutes qui te racontent tout ce que va être le personnage d'Indiana Jones, le chapeau, le fouet, la peur des serpents, enfin, tout. T'as Indiana Jones qui est la matrice d'Indiana Jones dans 10 minutes au début du film, donc déjà, en tant que fanboy, c'est énormissime. Et après, bah voilà, t'as cette scène sur le bateau, t'as la relation avec le père, c'est une connerie, mais qui est énorme, parce que voilà, c'est un truc qui parle, je pense, à beaucoup de fils, cette relation compliquée avec un père, et ce rapport conflictuel, mais à la fois où tu es toujours en recherche de cette approbation du père, de cette espèce de regard du père qui va te dire « mais oui, c'est bien, t'es quelqu'un de bien, mon fils, t'as bien fait de faire ce que tu es en train de faire » et tout ça.
Et j'adore la fin avec les énigmes aussi, mais c'est tellement génial cette fin avec voilà le pénitent, il fait la petite roulade, après il y a le pont invisible avec le godet, avec le mec qui se gourde de godet parce qu'il n'a pas du tout compris le message du Christ, enfin, et il se liquéfie comme ça, et après voilà, il file son truc, et il a le rapport à l'immortalité, enfin c'est un film qui n'arrête jamais, qui voyage partout, il y a un truc un peu chelou avec une meuf qui couche avec le fils et le père en même temps, enfin pas en même temps, mais à peu de temps d'intervalle, voilà, enfin il y a Marcus, la séquence de tank pour moi elle est dantesque à la fin, j'adore cette séquence avec Marcus qui fait la plume est plus forte que l'épée. Voilà, enfin que des trucs comme ça. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Indiana Jones de très très loin parce que c'est l'aventure, mais totale quoi. Total. Là, franchement, ça ne s'arrête jamais, ça voyage partout. Alors, ouais, il y a des gens qui trouvent que l'humour est pas terrible, que y a le truc des nazis, c'est un peu trop forcé. On voit Hitler. Putain, il voit Hitler, quoi. Enfin, on est vraiment dans cette espèce de voyage global. Même les séquences à Venise où on se retrouve avec des bestioles bizarres. Après, il y a une course-poursuite en gondole, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment. C'est entre le. Moi, j'adore. C'est parce que c'est le plus over the top, quoi. C'est vraiment celui qui va le plus loin dans tous les délires. Il met tous les compteurs à donf. Et moi, je trouve que ça fonctionne, mais du feu de Dieu, quoi. Bon, hein, je suis beaucoup plus adepte de celui-là que vraiment des deux autres. Et pourtant, j'aime beaucoup le 2. Et je vous dis, j'ai un peu un problème avec le 1. Le 1, c'est vraiment. J'arrive pas à l'adorer comme beaucoup de gens l'adorent. Ah, il va en Mongolie quand même, hein, j'ai oublié ce petit passage. Mais voilà, donc écoutez, la dernière croisade, 47e si je m'abuse, franchement ça mérite largement de l'être parce que pour moi ça pourrait même être plus haut, franchement j'adore ce film. 46e, La Garçonnière, encore un film de Billy Wilder. Alors celui-là, je l'adore, mais énormément, encore plus que certains mêmes choses, je pense. Parce que voilà, c'est une histoire assez simple. C'est un mec qui a un appartement et il file souvent son appartement à son patron, par exemple, parce que son patron veut voir des maîtresses là-bas. Enfin voilà, il se fait bien voir de pas mal de gens parce qu'il file les clés de son appart. Et le truc, c'est qu'il tombe amoureux d'une meuf dans un ascenseur. Et en fait, il se rend compte que c'est plus ou moins la maîtresse de son patron parce que voilà, il découvre des objets à elle dans son appart. Enfin, il y a toute cette relation qui est et c'est mais tellement touchant, tellement humain comme film. En plus, c'est du petits oignons en termes de dramaturgie. Genre tous les moments où il comprend les choses, où les indices laissés, et toi tu as les révélations au moment des trucs. Ça se passe avec un briquet ou avec un collier de perles. Je me souviens plus exactement des trucs, mais c'est génialissime. C'est un film très minimaliste en termes de setup, quoi. T'as vraiment très peu de décors. T'as cet appartement qui est central. Et c'est mais tellement touchant et à la fois triste parce que je crois que c'est un film qui est fondamentalement mélancolique, quoi. Je me souviens plus exactement de toute la trame en entier, mais je me souviens que tu vis des hauts et des bas, quoi, dans ce film. C'est vraiment un film qui va te faire procurer à un moment des moments de bonheur intense parce que moi je me suis direct identifié avec ce personnage et j'étais vraiment heureux pour lui. Et après t'as vraiment des moments de chute comme ça, pof. Enfin c'est vraiment un film qui recèle d'humain, de sincérité, c'est hyper touchant, quoi. Là, encore une fois, j'ai encore envie de le revoir. Là. C'est le genre de film, je me dis, putain, mais j'ai tellement adoré qu'il faut vraiment que je le revoie. Et Billy Wilder, encore, il a ce talent, quoi, de prendre des personnages, mais tellement attachants. En fait, c'est ça, c'est qu'il il arrive vraiment à te rendre les gens, mais tellement attachants que tu n'as pas envie de quitter le film, quoi. Tu as envie de rester avec ce personnage et tomber amoureux de cette fille en même temps que lui, t'es comme lui. Tu as une identification qui se fait, mais totale dans ce film-là. Et franchement, je trouve que c'est un des meilleurs films de Billy Wilder, de tous ceux que j'ai vus en tout cas. Moi, c'est celui que je préfère. C'est vraiment, mais génialissime, quoi. 45e position, Scarface de Francis Ford, pas du tout. Scarface comment il s'appelle ce coquin De Palma, ouais, bien sûr. Donc de Brian De Palma, un film qui est devenu autre chose que ce qu'il raconte à la base, en fait, j'ai l'impression. Moi, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois, évidemment. C'est pas un de mes classiques du tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à voir. Quand je le vois, à chaque fois, j'ai du mal à le prendre dans son ensemble, en fait. C'est assez particulier. J'ai du mal à prendre la mesure du parcours du personnage. Enfin, je m'attache pas du tout à Tony Montana. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, je sors du film et il me reste des scènes marquantes. Il me reste voilà, la séquence de fin qui est évidemment inoubliable. Il me reste la séquence de la tronçonneuse aussi. Mais j'avoue qu'après, le reste, voilà, il me reste la relation avec Michel Pfeiffer. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui reste aussi. Mais globalement, j'ai du mal ça ne fait pas le même effet qu'un Affranchi ou un Casino de Scorsese, où là, j'ai l'impression que le film, il m'a pris par la main, il m'a vraiment trimballé partout de manière énorme. Enfin, là, j'ai pas ce sentiment-là, je n'arrive pas à m'attacher à Tony Montana. Et donc, quand je quitte le film, j'ai pas l'impression d'en regarder énormément de grand-chose, quoi. Donc voilà, je suis face à vous. Je dois dire ce que je pense de Scarface et je vous avoue que j'ai du mal à vraiment me faire une opinion en me disant Scarface c'est ci, Scarface c'est ça, quoi. Là, donc c'est le Rise and Fall le plus mythique de l'histoire du cinéma, je pense. C'est la montée d'un petit Cubain dans le milieu de la drogue à Miami. Donc
voilà, enfin, maintenant que j'en parle, j'ai des scènes qui me reviennent. Au début, il est plus ou moins en prison. Après, ils vendent des sandwichs et je m'abuse. Et doucement, il monte dans les échelons et il prend pour la grosse tête. Il se met à devenir parano. Et voilà, il flambe. Et toutes ces scènes de boîte de nuit aussi. Mais j'avoue que c'est pas un personnage qui me parle. C'est pas une ambiance qui me plaît plus que ça. Et donc, je trouve que c'est bizarrement le De Palma qui est peut-être le plus connu du grand public. Mais moi, c'est vraiment pas celui que j'apprécie le plus, quoi. Honnêtement, Scarface, ouais, genre, j'ai pas envie de le revoir, quoi. Et pourtant, je l'ai vraiment vu plusieurs fois. Mais j'ai pas envie de me le refaire, quoi. Parce que, je sais pas, ça m'a jamais parlé. C'est-à-dire qu'à choisir, je préfère me faire vraiment d'autres films de Palma et d'autres Rise and Fall que de me faire Scarface, quoi. Donc là, il est 45e dans ce top-là, écoutez, c'est pas un problème. Moi, je trouve ça intéressant, hein. Je fais des tops, c'est pas moi qui les fais, hein, pour ceux qui connaissent pas le concept, comme ça me permet aussi d'avoir des films que je suis pas forcément en adoration dessus, quoi. Je mets pas que des films que j'adore, c'est pas moi qui fais le top. Donc au moins, comme ça permet d'avoir une espèce d'objectivité subjective, quoi. Enfin, de pas être toujours dans le top et de pouvoir un peu critiquer, parce qu'il y a des films que j'aurais pas mis dans ce top-là. Moi, Scarface, je comprends pas forcément pourquoi c'est devenu aussi connu, aussi culte, aussi tout. Bon, il y a Al Pacino, c'est vrai qu'Al Pacino, oui, il est Tony Montana, il est tellement énorme, il bouffe le film, quoi, lui tout seul, enfin, il te fait peut-être apprécier le film, mais à part ça, j'avoue que j'ai du mal, quoi. 44e, alors Monty Python, Sacré Graal, alors c'est énormissime, c'est peut-être un des films qui m'a plus fait rire de ma vie, honnêtement, c'est-à-dire que je crois que quand je l'ai découvert, je l'ai regardé à peu près tous les jours, pendant un mois, je pense. Non mais, et je me marrais, mais comme pas permis. Alors c'est un film qui est énorme, mais qui est limite fatigant, c'est-à-dire qu'il y a un moment où... Enfin, moi je me marre tellement au début, surtout pour moi c'est vraiment les 30 premières minutes sont énormissimes, qu'il y a un moment j'en peux plus en fait, et à la fin du film je suis lessivé, j'arrive même plus à rigoler tellement le film m'a fracassé de vannes et de conneries. Mais il y a des trucs énormes, moi il y a des trucs qui me font marrer, mais je pense que je suis le seul mec au monde à rigoler de ça quand je vois Monty Python Sacré Graal, quoi. Et moi le truc qui me fait le plus marrer par exemple, mais vraiment le plus marrer du film, hein, c'est au début quand t'as le roi Arthur qui se balade avec son mec qui fait des bruits de cheval avec une noix de coco là, déjà c'est débile, c'est qu'il a des paysans. Quand il traverse, il parle aux paysans, et les paysans, ils tapent de l'eau avec des bâtons, quoi. Ils tapent dans l'eau avec des bâtons, quoi. Et tu sens qu'il y a une forme d'absurdité, on est en mode, mais on fout rien, ça veut rien dire. Vous êtes là, vous tapez dans l'eau avec des bâtons, et qu'est-ce que c'est marrant, enfin, c'est tellement absurde, c'est tellement la société qui veut rien dire, quoi. Et après, t'as les mecs qui font ces discours pseudo-politiques hyper pertinents, alors qu'ils passent leur journée à taper dans l'eau avec des bâtons, enfin tu vois, ce décalage est juste énorme. Après voilà, t'as les scènes, enfin tout le monde les connaît, les scènes cultes, le chevalier qui se fait couper tous les membres et qui continue de se battre, c'est énorme, ça n'arrête jamais, ça te rembarque en mode déconnade, mais perpétuellement. T'as des idées, mais ça s'arrête jamais, quoi. T'as littéralement des idées tout le temps, quoi. Enfin, genre, cette espèce de séquence avec les chevaliers qui font nid, enfin, truc comme ça. T'as le truc avec les Français qui sont insupportables dans leur château et qui parlent avec leur accent et qui se foutent de notre gueule. Faites chier la vache, faites chier la vache, faites chier la vache. Des trucs comme ça. Le lapin je crois que c'est un lapin, hein, le lapin de Troie, enfin... des débiles, mais des débilités. Lancelot qui charge le château et il y a cet effet où il court dans le vide. Enfin, tu te vois courir, t'as l'impression qu'il va jamais arriver et d'un coup, paf, il débarque soudainement. Donc que des trucs comme ça, quoi. Enfin, ouais, il y a plein de séquences qui s'arrêtent jamais. C'est tellement absurde et grotesque et génial et drôle. Le truc avec la sorcière où ils se mettent à peser la sorcière, à savoir qu'ils finissent par c'est totalement absurde. Ça, genre, ça, j'adore les espèces de. Il y avait ça dans les Tuches 3, j'aime bien. Mais ces espèces de déductions débiles où ils partent d'un point A et ils font des espèces de trucs pour... Ils disent une sorcière, ça flotte, un canard, ça flotte, qu'est-ce qui flotte? Est-ce que c'est une sorcière est plus lourde qu'un canard? Ça veut dire que c'est une sorcière. Enfin, que des trucs débiles comme ça, c'est trop drôle. Enfin voilà. Donc évidemment, si vous n'avez pas vu le Sacré Graal, mais foncez-y. J'ai pas vu beaucoup de Monty Python, je crois que j'ai pas vu La Vie de Brian, et j'ai vu Le Sens de la Vie qu'une seule fois, donc... c'est pour moi, voilà, je sais pas ce que je fais, qu'est-ce que je fais ici à parler de films, alors que j'ai pas vu La Vie de Brian par exemple, bah j'y cours, non j'y cours pas, je reste, et je continue, et on passe au prochain film. 43, Will Hunting de Gus Van Sant, alors quel beau film touchant, donc celui-là j'ai analysé une scène pour un de mes dissécages à l'époque, donc je l'ai revu plusieurs fois, et honnêtement, ça fait partie de ces films qui me plaisent énormément, qui m'ont beaucoup parlé à une époque de ma vie, mais avec le recul, j'avoue que je perds un peu en émotion en les voyant. Mais voilà, c'est un très beau film, donc ça raconte l'histoire de Matt Damon, qui joue un surdoué, mais qui n'a jamais voulu exploiter le fait de l'être, et donc qui vit une existence un peu simpliste, simple, caché de tout. Il est genre homme de ménage dans une fac, justement. Et le truc, c'est que la nuit, il s'amuse à résoudre des équations
hyper compliqué, donc toute la fac se demande mais c'est qui ce mec super intelligent, et il y a aussi un truc, il a un petit rapport avec la violence, il a un problème, il a un tempérament un peu dur, et il a une relation avec un psy qui est Robbie Williams, et il va tomber amoureux d'une fille qui est à l'école à Harvard, et donc c'est un peu l'éclosion de ce personnage qui va prendre conscience de qui il est, de qui il peut être, et qui va accepter d'être celui qui devrait être finalement, et qui va arrêter de se rabaisser, voilà, parce qu'il il y a une forme de, c'est un film qui est vraiment bien foutu, parce que ce qui est en fait hyper compliqué dans ce genre de film, c'est qu'ils écrivent un personnage qui est surdoué, qui est vraiment hyper intelligent, mais comment quand t'es auteur, t'arrives à écrire un personnage de mec super intelligent crédible? Parce que théoriquement, pour écrire un mec super intelligent, je pense qu'il faut être super intelligent. Enfin, tu vois, c'est-à-dire qu'autant pour écrire un débile, peut-être que tu peux réussir à te débiliser, mais c'est compliqué de se hausser ton niveau intellectuel au niveau d'un personnage qui est surdoué, capable de résoudre des super équations. Et ce film, il arrive vraiment bien. Il arrive à te plonger dans cette psyché du mec qui est tellement au-dessus de tout le monde qu'il n'a pas envie de se mêler de quoi que ce soit, quoi. Enfin, tu vois, justement, il est tellement au-dessus que pour lui, il trouverait que c'est limite de la triche d'aller à la fac parce qu'il foutrait tout le monde à l'amende et que voilà, il est très bien avec sa petite vie où il gagne pas beaucoup de thunes, mais il se débrouille, il va boire des bières avec ses potes et ça lui suffit. Et surtout, il a envie de rester au même niveau des gens qu'il a connus dans son milieu naturel. Enfin, il est toujours tu vois, avec Ben Affleck qui joue son meilleur pote, qui est un peu un crétin, un mec de base, quoi, tu vois, voilà, un mec de la classe moyenne, qui a pas d'ambition plus que ça, c'est un mec normal, quoi. Et Matt Damon, il est en mode, il s'empêche d'aller plus loin, quoi. Il s'autorise pas. Et la relation qu'il va avoir avec ce psy, avec Robbie Williams, qui est extraordinaire d'émotion voilà, et dans ce film, il est énorme, Robbie Williams. Bah là, c'est cette relation un peu conflictuelle, hein, les deux. Parce que voilà, ils se disent des vérités compliquées. Ils ont du mal, hein. Il a du mal, Matt Damon, à accepter cette aide-là, à accepter l'aide, et il va réussir un peu à le pousser, à le forcer à devenir qui il n'était pas à la base et qui il se refusait d'être. Et c'est vraiment un très beau film. Voilà, Gus Van Sant, c'est un mec qui fait des choses très bizarres d'un côté et à la fois très académiques de l'autre. Et là, c'est vraiment académique, mais dans le bon sens du terme. Et il y a une des scènes de drague que je trouve les plus belles de l'histoire du cinéma où il met la misère à un mec qui se la pète sur un campus et il le ridiculise. Enfin, t'es là, tu te dis putain, ça c'est le genre de scène qui te fait gagner le personnage, quoi. Enfin, direct, tu te dis putain, ce Will Hunting, il est énorme. Donc, il est énormissime. Et en plus, voilà, ce concept du mec qui vient la nuit résoudre des équations et il y a le mystère dans la fac. Enfin, c'est le genre de truc génial. C'est vraiment génial. Donc, c'est un très bon film. Je comprends qu'il soit dans cette liste. 42e, Snatch. Alors, Snatch est un bon bordel, hein, c'est réalisé par Guy Ritchie, pardon. Et alors, putain, je me souviens plus du tout de la trame, quoi. Il y a une histoire de diamants, si je me cours pas, et il y a aussi des histoires de paris sur un boxeur. Enfin, honnêtement, je serais incapable de vous dire de quoi parle le film. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une espèce d'association de malfaiteurs, tous plus bancals les uns que les autres. Et en fait, mais c'est horrible ces films dont j'arrive plus à me souvenir de réellement ce que ça parle. Je me souviens vraiment de scènes mais qui m'ont marqué, quoi. Là, il y a évidemment la scène de la boxe avec Tom Cruise, Brad Pitt, qui est énormissime parce que voilà, il y a ce côté où il joue un gitan et il fout KO un mec en un pain après s'être fait. Enfin, il est énorme, quoi, cette séquence, elle est énorme. T'as la séquence, évidemment, où... déjà, Brad Pitt, on va parler de Brad Pitt un peu, mais Brad Pitt qui joue ce gitan, qui parle avec ça. Caravan for mama. Mais non, tu comprends un mot sur deux de ce qu'il dit, mais juste... Caravan for mama. J'adore son interprétation dans ce film, elle est énorme. Voilà, donc il y a ce rapport où ils vont... Il y a comment il s'appelle, Jason Statham, qui joue un des deux escrocs principaux, si je ne m'abuse, qui donc se retrouve un peu dans cette espèce de mouise, là, de voir justement aller voir Brad Pitt pour obtenir quelque chose de lui, parier sur lui et obtenir après sa protection ou sa vengeance, si je me gourre pas, parce qu'il y a une histoire de caravane qui flambe. Il y a une séquence aussi où il y a un mec qui pointe un flingue, et il y a deux mecs qui pointent d'autres flingues, et genre ils disent tu crois que j'ai pas lu ce qui est marqué sur ton flingue, sur mon flingue il y a marqué 357 Magnum, alors que sur le tien il y a marqué acheté dans un magasin de jouets, un truc un peu... C'est pas du tout ça, mais le principe de la séquence, c'est ça, et qu'il faut un gros coup de pression. Je crois qu'il y a un truc avec une brique de lait aussi. Enfin, c'est un film qui ne s'arrête jamais, qui va dans tous les sens, et c'est pour ça que c'est le genre de film, il est hyper plaisant à regarder, et vraiment, tu t'accroches, et tu fais, waouh, tu pars. C'est l'impression de la fête foraine, quoi, la fête foraine des braqueurs, un peu, enfin, des bandits. Et donc, c'est une grosse ride, et à la fin du film, c'est compliqué à résumer, quoi. Donc, après, je l'ai vu, pareil, c'est le genre de film, c'est les films des années 2000, comme ça, je les ai vus en DVD plusieurs fois, mais je suis incapable malheureusement de vous raconter point par point l'histoire, quoi. Mais donc c'est un film qu'il faudrait que je revoie parce que honnêtement là j'en parle. C'est pas mon Guy Ritchie préféré. Je me rappelle qu'à une époque en fait je m'étais enchaîné tous les Guy Ritchie et pour moi
J'avais préféré Crime, Arnaque et Botanique parce que le concept était un peu similaire. Fatalement, Guy Ritchie, il a fait quand même on sentait qu'il s'était perfectionné un peu dans son espèce de narration, de multiples narrations avec plein de personnages qui finissent tous par se regrouper sur une seule thématique et une seule trame à un moment. Et avec des trucs en parallèle qui influencent l'autre truc. Enfin voilà. Et je trouve qu'il s'était finalement mieux débrouillé pour moi dans Crime, Arnaque et Botanique que je trouvais beaucoup plus prenant, efficace. Là, Snatch, c'est génial, mais j'avoue que j'ai toujours une préférence pour celui d'avant. 41e, Toy Story 3. Un des rares derniers films à m'avoir fait pleurer au cinéma, quoi. Purée, qu'est-ce que j'ai pleuré ma vie devant Toy Story 3, quoi. Oh, pareil, je l'ai jamais revu depuis. Je l'ai jamais revu depuis le Cinoche, parce que franchement, ça a été... j'ai vraiment fini, mais en surlarmes, quoi. Cette espèce de... Bah voilà, je vais spoiler la fin de Toy Story 3, mais enfin, voyez-le, hein, Toy Story 3, c'est un des meilleurs... Enfin, pour le coup, pour avoir fait une trilogie pareille, Toy Story, je suis dégoûté qu'ils en fassent un autre parce que honnêtement, c'était beau quoi d'avoir cette trilogie comme ça, fermée, qui avait une conclusion magnifique. Ouais, donc Toy Story, c'est la fin d'une aventure en fait. Enfin, c'est ça qui est, moi, c'est un des trucs qui me fait le pleurer. Voilà, il y a des trucs comme ça qui me font pleurer. Hein. Il y a des gens, ça va être, je sais pas moi, les animaux qui meurent, l'injustice. Moi, j'avoue que la fin d'une aventure, la prise de conscience de la fin d'une ère et d'un truc, vraiment, on se dit putain. C'est la fin, quoi. On a vécu tout ça, genre la fin du Seigneur des Anneaux, la fin de Toy Story 3, Man on Wire aussi, c'est un film qui m'a fait pleurer, parce qu'il y a un moment où d'un coup on prend conscience que ce qu'on a vécu, c'est fini, quoi. Et on ne pourra plus jamais retourner dans cette période-là, Et là, il y a ça dans Toy Story, quoi. Il y a vraiment cette espèce de moment où on se dit, bah voilà, on a fait ces 3 films, on a été les jouets d'Andy, et il faut accepter de passer à autre chose. Il faut accepter que cette période-là, elle est terminée, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a dévasté au cinéma, quoi. Enfin, parce que c'est intéressant, c'est pas des larmes genre de pure tristesse, c'est vraiment c'est vraiment des larmes mélancoliques, quoi. On repense à tout ce qu'on a aimé, tout ce qu'on a vu, les périodes de même, ça fait quoi, énormément de choses, mais voilà, ces périodes de vie où on a été heureux, où on a créé des amitiés, et tout ça a été là. Et qu'il y a un jour où tu dois dire au revoir à tout ça, quoi. Alors, dans la vie, malheureusement, enfin, c'est pas aussi tranché, on peut pas dire au revoir à un moment. Enfin, là, dans un film, il y a ce moment-là où tu prends conscience que c'est la fin. Et moi, c'est quelque chose qui vraiment, au cinéma, m'a fait pleurer de vraies chaudes larmes, des larmes vraiment de chaleureuse. Et c'était très très beau. Vraiment un très très beau souvenir à cette séance. Après, le film est génial, hein, il y a des trucs qui m'ont fait mourir de rire. Moi, Buzz l'éclair qui est en mode espagnol, je sais que là, j'ai un souvenir, ça m'a fait super marrer. Le méchant, il est super flippant, parce que voilà, il y a cette espèce de concept où il est gentil au départ, et en fait, c'est un gros bâtard. Il y a toute une parallèle avec les camps de concentration, hein, dans Toy Story 3. Enfin, il y a une théorie qui circule comme quoi il y a un parallèle sur les camps de concentration. Il y a un peu de ça, hein, parce que voilà, il y a ce côté où d'un coup on prend les jouets, on les enferme en cage, après on essaie de les incinérer à la fin. Enfin, il y a des trucs, il y a une théorie en tout cas sur internet qui développe ce délire-là. Et non, c'est un super film, voilà, il y a de l'évasion, enfin, il y a de la surprise, c'est rythmé, c'est Pixar qui est au top de son game, avec un matériel qui maîtrise mais totalement. Donc pour un 3e volet, je pense que c'est un des meilleurs 3e volets de l'histoire du cinéma. Hein. Je pense qu'il n'y en a pas énormément, hein. Peut-être Indiana Jones, mais encore, moi ça m'a moins ému. Là, dans l'émotion, c'est un des plus beaux films qui a été fait, je pense. 40e, le Kid de Charlie Chaplin, enfin oui, de Charlie Chaplin, donc le Kid que j'ai eu la chance d'aller voir au cinéma quand même, voilà, il y a souvent des séances, hein. Si vous avez l'occasion, allez voir les Chaplin en salle, franchement, ça prend toute sa mesure en salle, principalement si vous y allez avec des enfants, parce que vous vous rendez compte à quel point ça fonctionne sur eux, encore, enfin de ouf, quoi, c'est pas parce que c'est en noir et blanc et qu'il n'y a pas de dialogue que ça fonctionne, justement, ça fonctionne à mort sur les gamins, et The Kid, voilà, c'est l'histoire d'un petit vagabond qui se fait plus ou moins adopter par Charlot, si je m'abuse. Je crois que c'est ça, hein, je crois qu'il se fait abandonner par sa mère au départ, et après il se fait abandonner devant la porte de Charlot le récupère, et donc ils apprennent à faire des truanderies ensemble. Genre, il y a tout un truc où ils sont vitriers, mais ils cassent des vitres pour essayer de se faire de la thune, ils se font poursuivre par le policier. C'est génial, quoi, c'est cette relation père-fils dans la débrouille qui est d'une malice et d'une tendresse totale. C'est vraiment un des films les plus touchants que Charlot ait fait, je pense. Moi, en tout cas, c'est celui qui me touche le plus, parce que, ouais, cette espèce de... Les relations père-fils, hein, encore une fois, c'est des choses qui fonctionnent, hein, surtout quand t'as été un petit garçon, que t'as vu ce film, tu t'identifies au petit garçon, maintenant que je verrai ce film maintenant, je vais m'identifier à Charlot. Et voilà, c'est des choses qui te font progresser dans la vie, qui te font voir la vie de différentes perspectives, et c'est intéressant d'avoir ces films aussi, que tu vois une certaine période, où t'en tires quelque chose, et quand tu les revois plus grand, t'as changé de perspective et tu t'en tires autre chose. Et vraiment, c'est quelque chose de génial, le Kid. En plus, ça finit, voilà, c'est la fin qui est
qui est une très belle happy end, mais à la fois, encore une fois, on en retourne sur le côté mélancolique, c'est que c'est une happy end dans l'absolu, mais c'est aussi très triste. Et voilà, donc c'est un vrai bon film, un classique, hein, c'est un des... Il date de quand? Il date de 1921, tu vois, on est vraiment sur les vieux Charlot. Mais écoutez, c'est vraiment un des plus beaux, il dure pas très longtemps, hein, il dure 1h08, donc c'est parfait. Honnêtement, si vous avez un enfant, entre 5 et 10 ans, n'hésitez pas à lui montrer ce film, parce que moi, je l'avais vu à cet âge-là, et ça m'avait marqué, et je l'ai revu, et ça m'a remarqué après, mais encore une fois, comme je dis, d'une autre manière. Donc écoutez, The Kid, 40e, il méritait au moins d'avoir un Chaplin dans le tas, quoi. 39e, Inglourious Bastard. Alors c'est un de mes Tarantino préférés, clairement. Alors c'est marrant parce que récemment sur Curious Cat, il y a quelqu'un qui m'a demandé c'était quoi mon western préféré, et j'ai répondu Inglourious Bastard, parce que en fait ce qui est drôle, c'est que Inglourious Bastard, pour moi, c'est un western spaghetti, mais total en fait. Enfin, c'est... le film, à la base, aurait pu s'appeler Il était une fois dans la France sous l'occupation. D'ailleurs, c'est le nom du premier chapitre du film, le film est découpé en chapitres. Et en fait, j'ai vu ce film en classe plusieurs fois, marrant, parce qu'il y a plusieurs profs qui ont décidé de nous demander de l'analyser d'une manière ou d'une autre dans différentes classes. Donc je l'ai vu, mais les salles de cours à l'époque, là où j'étais pour étudier le cinéma, c'était des salles de cinéma. Hein, donc je l'ai vu au cinéma, après je l'ai revu plusieurs fois au cinéma, mais en cours. Et c'était très intéressant parce que, en fait, il y avait donc un parallèle, on nous a fait un parallèle un peu avec... déjà, on nous a fait, c'était très... Bon, je vais expliquer le contexte, comme ça, ce sera intéressant. Il y a un premier visionnage qu'on a fait, où c'était ce qu'on appelle en film esthétique, et juste avant, on avait étudié Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, et donc, on a pu faire un espèce de lien entre l'esthétique de Leone et l'esthétique de Tarantino, et comment il arrivait à reprendre l'esthétique de Leone dans son film pour en faire un western, fatalement, et c'est ça qui est génial. Et après, dans l'autre classe, on a étudié, ça s'appelait Director Studies, et donc c'était l'étude des réalisateurs, et donc là on enchaînait, on regardait genre sur un réalisateur qui avait fait 10 films, on essayait de tous les voir en salle, mais si on n'avait pas le temps, on en voyait 5-6, et donc on a vu Inglourious Bastard dans le cadre de la rétrospective sur l'ensemble de la carrière de Tarantino. Le prof commençait par Tarantino, sur de te dire hey, viens dans mon cours, c'est cool, tu vas mettre du Tarantino, et après tu te tapais du Sogo Ishii et du Werner Herzog, et des trucs comme ça qui sont géniaux, c'est génial de découvrir justement des autres réalisateurs, mais pour appâter un peu les étudiants, ils mettaient du Tarantino, quoi. Et donc, ou Claire Denis aussi, il a mis après. Et ce qui est génial, donc, c'est que j'ai eu ce film avec deux profs qui m'en ont parlé et qui m'ont expliqué leur vision du film, quoi. Et donc c'est hyper enrichissant. Et ça en devient presque un de mes Tarantino préférés, parce que moi, d'un côté, j'y vois ce côté western spaghetti total, avec toutes ces références à Léon, et ce côté tragique, qui est vraiment énormissime, quoi. Enfin, moi, c'est un film je trouve que la première séquence, c'est une des plus belles séquences de l'histoire du cinéma, honnêtement. Elle est tellement bien écrite, remplie de tension, mais interprétée de manière énormissime. C'est-à-dire que Denis Minochet, il a été touché par la grâce à ce moment-là, quoi. Le mec, je savais pas qui c'était avant, il est arrivé, le mec, j'aurais filé n'importe quel rôle de l'histoire, après, j'aurais dit, mais Denis Minochet, tu fous Denis Minochet, il est énorme. Depuis, finalement, il est très bon. J'ai pas vu Avant la garde, parce qu'il paraît, il est énormissime, mais voilà, il a jamais touché ce niveau-là, à ce point-là, et la découverte de Hans Landa, de Christopher Waltz, quoi. Tu débarques, le mec, c'est un acteur de série B, de seconde zone autrichien ou allemande, là, dans les séries et tout, et le mec, c'est devenu une star hollywoodienne avec un rôle, parce que le mec, ça s'arrête jamais, ça ne s'arrête jamais, quoi. Le mec, il débarque, première séquence, boum, français, pof, il passe à l'anglais, il a cette espèce de manipulation sympathique, horrible, il est à la fois glaçant et à la fois hyper intriguant, intéressant, et après, il arrive, il parle allemand, boum, la scène où il parle italien, tu tombes par terre tellement t'en peux plus. Enfin, il y a un côté, ce film a des personnages tellement forts, tellement énormes, quoi. Alors, évidemment, le gros point négatif du film, hein, ça va être Mélanie Laurent, qui est pas ouf, et surtout l'autre mec, le Renoir qui est avec elle, là. Oh, qu'est-ce qu'il joue mal! On sent que Tarantino, il y a peu de moments où les gens parlent français dans ses films, mais à chaque fois, c'est pas très bien joué. Hein. Dans Kill Bill, souvent c'est là où Dominique Minochet, c'est bien parce qu'il joue bien, mais alors dans Kill Bill, souvenez-vous, il y a une phrase qui est lancée par la meuf à la fin de Kill Bill 1 en français, genre va te faire foutre salope, qui est hyper mal jouée, parce que tu sais, l'assistante de Bill, elle est française, là, et c'est hyper mal joué, et là, Mélanie Laurent, elle est vraiment pas bonne, et alors l'autre, le black avec lui, avec elle, là, il est nul, il est malaisant tellement il joue mal, quoi. Donc ça, évidemment, c'est les points négatifs. Après, Brad Pitt qui débarque, son speech il est énormissime. Enfin, c'est un film qui pour moi me plaît tellement, ce côté de répartition en segments, on prend des séquences et on y crée, mais on y fout de la tension, mais à plus savoir quoi foutre, la tension elle déborde comme pas permis. Enfin, la scène de l'auberge, c'est de la maîtrise totale avec ses histoires de doigts,
Pour moi, c'est vraiment énormissime. Ce qui est drôle, c'est que je m'attendais à voir, moi, la bande-annonce m'avait vendu plus ou moins Kill Bill en Seconde Guerre mondiale, quoi. Je pensais que ça allait défourailler du nazi à tire-larigot, une grosse bastard, les mecs allaient défoncer du nazi à la batte, enfin... Je pensais que ça allait être ça le film, mais en fait pas du tout. Et donc la première vision, j'ai été dégoûté, je me dis, mais c'est quoi cette merde, putain, moi je voulais Kill Bill chez les nazis, quoi. Et pas du tout. Et donc je fais, oh putain, c'est de la merde. J'ai revu le film avec un pote qui m'a dit, non, non, mais je crois que t'as pas bien compris. Et là j'ai fait genre, ah ouais, non, en fait c'est bien. Et après je l'ai revu plusieurs fois en cours, et je me suis dit, ah, non, en fait c'est énormissime. Donc voilà, donc moi c'est clairement, mais au final ça devient, c'est un de mes westerns préférés parce que on m'a fait comprendre que c'était un western, et je me suis dit, mais oui, et en fait, quand tu regardes, tu te fais 3 Léon, et tu mets au milieu, tu mets une Ghostbusters, et tu fais, putain, le mec, il est bon dans son art de mimique, et c'est drôle parce qu'après, justement, l'autre cours, il expliquait en quoi Tarantino empruntait à tire-larigot et arrivait à faire des films qui lui sont quand même personnels. Et donc, bah, les deux cours se complétaient totalement, bref. Donc, j'en garde un excellent souvenir, et donc, Ghostbusters est un film qui m'a profondément marqué, et que j'adore, et il mérite totalement d'être pour moi dans cette liste. 38e, Full Metal Jacket. Ah ouais, Stanley Kubrick, bonjour monsieur. Au revoir monsieur, hein, le plus grand, l'homme insondable, l'homme qui est au-dessus de la mêlée totalement, enfin c'est énormissime, Stanley Kubrick. Un film par genre quasiment, le mec, et donc là c'est son film de guerre. Si on peut considérer Folamour, c'est pas un film de guerre, Docteur Folamour. Donc Full Metal Jacket, c'est son film de guerre. Très intéressant parce que segmenté en 2 parties vraiment distinctes. La première, donc l'entraînement, avec des moments qui sont devenus plus que cultes, enfin qui sont de l'ordre de la quintessence de ce que peut être un film sur un entraînement militaire américain, enfin avec ce sergent-major qui est devenu peut-être la référence de tous les gens qui ont joué un sergent-instructeur après. J'ai l'impression que ça a été qu'un décollé de ce mec, qui est juste mais le roi de la punchline, le mec qui a un phrasé de malade mental, qui te balance mais de la réplique de ouf toutes les 15 secondes, quoi, ça n'arrête jamais, il y a des plans de malade, là où il parle non-stop, où il est filmé en gros plan et ça recule et on le suit et ça n'arrête jamais. Et il y a surtout cette réplique qui est juste, pour moi, un des plus gros clashs de la planète. Enfin, le mec, il te met un mic drop de gueudin, quoi, il te fait... Tu mesures combien? 1m80, chef. J'ai jamais vu un tas de merde aussi grand. Rien que ça, c'est juste, mais va te recoucher, monsieur, rentre chez toi. Et voilà, après, c'est hyper poignant, enfin, c'est horrible, c'est vraiment... sur l'usure et comment on teste quelqu'un, comment on peut détruire quelqu'un psychologiquement, alors que c'est pas du tout le but recherché, mais qu'à la fois, si c'était pas là, il serait peut-être mort après, la baleine, quoi. Enfin, donc ça, c'est horrible, et cet acteur aussi, la baleine, enfin, tous les acteurs sont énormes. Et la deuxième partie, évidemment, c'est à la guerre du Vietnam, hein, si je ne m'abuse, oui, oui. Et il y a cette séquence énorme de sniper qui est en termes de tension, de gestion de la géographie, de la spatialisation, c'est énormissime. Et ça dure une plombe, mais t'en peux plus. Enfin, quand tu regardes Soldat Ryan, après tu fais genre, ah bah oui, on voit qui sont tes maîtres, Spielberg, on voit de qui tu t'inspires, hein, parce que c'est vraiment, enfin, tout a été fait par Kubrick à ce moment-là, quoi. En plus, à la fin, tu découvres que c'est juste une meuf et tout, enfin, tu fais waouh. Voilà, j'adore le discours, le Born to Kill et le Sin Peace and Love, et le mec il dit c'est la conflictualité de l'homme, et le soldat en face de lui comprend que dalle. Quoi, hein. Enfin bref, moi c'est un film que j'adore, que j'ai revu avec des potes après l'avoir déjà vu tout seul, et non, parce que je suis sorti en mode genre waouh, ça envoie, hein. Mes potes, enfin j'avais un pote qui était genre off, ouais, non, franchement j'ai pas trop kiffé. J'étais genre, bon on va pas parler ce soir mec, on va se disputer sinon. Non, franchement j'avais adoré. Donc c'est un de mes... C'est ça que je trouve génial avec Kubrick, c'est que je peux pas dire que c'est un de mes Kubrick préférés, parce qu'en fait le truc c'est que Kubrick il a tellement mis une pierre à chaque édifice de chaque genre, que je peux pas dire c'est mieux ou moins bien, non, c'était juste que c'est un des meilleurs films de guerre de tous les temps. Voilà, c'est la vision de la guerre par Stanley Kubrick, et c'est d'une richesse infinie. J'ai même pas effleuré la surface du film avec les 3-4 merdes que j'ai pu vous dire. C'est un film d'une richesse infinie, qui est génialissime. Mais Kubrick, il a fait ça avec chaque film. Tu mets 2001, boum, allez, jalon de la science-fiction. Allez, Stanley Full Metal Jacket, bon, jalon de la guerre, pof. Allez, Shining, jalon du film d'angoisse et d'horreur. Allez, voilà, vous m'en sortez un nouveau si vous voulez, allez, hop, hop, hop. Vous en avez un autre. Il a fait quoi d'autre de ouf aussi, enfin, ouais, il a fait des milliers de ouf de toute façon. Mais voilà, en tout cas... Bah, Full Metal Jacket, moi honnêtement, je vous le recommande plus que jamais. 37e position, Toy Story. Alors évidemment, j'ai sûrement dû déjà parler de plein de films, en fait, dans les trucs, genre les 50 films d'animation et tout. Bah, je vais être obligé de me répéter si je me souviens plus du tout de ce que j'ai pu dire, parce que c'était déjà il y a 1 an. Et mine de rien, donc je vais me répéter. Toy Story, écoutez, génialissime. Génialissime Toy Story, voilà, enfin, le concept fonctionne plus que jamais. Je crois que j'avais déjà raconté mon anecdote... sur cette histoire où je pensais avoir eu l'idée après que le film soit sorti, comme un crétin. Non, bah voilà, quoi de mieux que des jouets qui deviennent vivants, ce côté, on a tous on a tous rêvé de s'imaginer la vie de nos jouets. Et là, c'est simple, efficace. Pour moi, je pense que des 3, je préfère le 3. Mais le 1, il entre totalement dans le game. On sent qu'il a pris un petit coup de vieux.
Alors c'est marrant parce que je crois qu'il a été refait numériquement plusieurs fois, enfin les dernières versions de Blu-ray et tout ça, ils ont refait un peu la synthèse, parce que bah, je crois que les premières versions, si tu les revois maintenant, tu fais genre, ah ouais, en fait il se passait pas grand-chose dans les arrière-plans et tout, quoi. On sent, enfin, les personnages ça va, mais alors, les arrière-plans, tout ça, c'était un peu pas foufou. Non mais voilà, rien que la séquence d'intro, elle est géniale, avec ces soldats qui te font, qui checkent les jouets pour savoir quel jouet va y avoir et tout. Enfin non. Après, c'est drôle parce que ouais, Woody c'est un peu un connard. Je pense qu'il y a des théories aussi qui expliquent que Woody c'est un peu le bâtard de l'histoire. Et d'ailleurs, à la base, je crois dans une première version du script, il était encore plus un connard. Et qu'ils ont vraiment dû travailler pour essayer de lui donner une forme de sympathie, parce que sinon on le détestait, quoi. Mais c'est vrai qu'on l'aime pas trop, quoi. Mais bon, moi j'ai toujours été plus Team Woody que Team Buzz, quoi. Buzz il est tellement premier degré, il pense que c'est un ranger de l'espace qu'il en devient chiant, quoi. Enfin le mec il est insupportable. Voilà, je trouve ça marrant d'avoir mis une relation avec la bergère. C'est un peu... c'est quand même chelou, quoi. Et vraiment cette relation, tu te dis... il peut se passer des trucs entre les deux, quoi. Enfin voilà, c'est le premier Pixar, hein, c'est là où ils ont vraiment posé la base de ce que va être quasiment 20 ans d'animation quasi sans faute, jusqu'à Cars 2, malheureusement. Hein. Ou Cars 1 même, allez, si on est... Bref, ouais, il y a eu quelques merdes quand même, j'aime pas trop tous les Pixar. Mais en tout cas, Toy Story, bah rien à dire, hein, j'aimerais bien... Enfin, le concept est tellement bien que limite, ça me dérangerait pas qu'ils en fassent... Ouais, des jouets qui deviennent vivants, quoi. Mais juste, les personnages, j'ai plus envie de les revoir. J'ai envie de... S'ils comprennent le concept, pourquoi pas. Mais les personnages, laissez-les à la fin du 3, s'il vous plaît. Enfin, arrêtez d'y toucher, quoi. Arrêtez. 36e position, Chantons sous la pluie. Alors, très compliqué pour moi d'en parler, parce que je l'ai vu plusieurs fois, mais j'ai très peu de souvenirs. C'est-à-dire qu'à part un mec qui fait un espèce de saut périlleux sur un mur, je sais plus trop de quoi ça parle. Non, mais voilà, je me souviens de la scène culte, où le mec, I'm singing in the rain, et ici il chante, sous qu'il pleut, il s'accroche à des lampadaires. Je sais qu'il y a une histoire de comédie musicale, mais enfin, dans le truc, quoi. Genre, oui, c'est ça, en fait, c'est l'histoire d'une troupe de gens qui travaillaient dans le monde du muet, qui transitionnent dans le monde, dans l'ère du parlant, qui transitionnent dans les comédies musicales, mais j'avoue que je serais pas apte à en dire plus, à part le fait que bah, j'avais bien kiffé en le voyant, que tout le monde dit que c'est quasiment ce qu'il y a de mieux en termes de comédie musicale, et que donc bah, je vais juste mettre la mention, je le reverrai. Voilà, je dois le revoir. Chantons sous la pluie, on va se retrouver très vite. 35e position, un certain 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors il est forcément apparu dans les 50 meilleurs films de science-fiction, donc j'en ai sûrement déjà parlé. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux dire? Ah bah déjà il est ressorti en salle récemment, j'ai pas eu le courage ni le temps d'y aller, quoi. Alors que bah, j'aurais dû, parce que c'est un film que à mon avis, le jour où tu le découvres en salle, et le jour où tu le vois chez toi, c'est quand même deux choses très différentes. Je pense qu'en salle, tu vis une vraie expérience qui est celle que Kubrick a voulu te faire vivre. Et c'est intéressant parce que ça fait partie des films qui m'ont un peu fait comprendre qu'il fallait pas essayer de comprendre un film, en fait. Il y a des fois où il faut pas essayer de comprendre un film. C'est-à-dire que si tu passes tout le film à essayer de le comprendre, et ça j'en parle un peu dans la vidéo qu'on a fait avec Reg, qui va sortir bientôt, un des débats du CCU, qui est déjà peut-être déjà sorti au moment où cette vidéo sort, qu'il y a certains films où il faut juste accepter de te prendre émotionnellement, sensoriellement, visuellement, enfin donc c'est sensoriel, hein, émotionnellement et sensoriellement, ce que le réalisateur t'envoie dans la gueule. Il faut pas être là et essayer de rationaliser, de se dire, bon alors là, le fœtus, ça implique le fait que lui, s'est vu tellement vieux qu'il est devenu jeune, c'est le cercle de l'infini, de la renouvelance, l'os qui est devenu un vaisseau, ça veut dire que c'est l'arme, machin, enfin, tu peux trouver des théories sur tout, mais ça fait partie de ces films où en fait, il faut aussi accepter juste de, pof, voilà, tu vois un os qui s'envole, ça devient une espèce de, je crois que c'est une arme un truc qui contrôle des trucs nucléaires, je crois, hein, le truc qui apparaît. Et après, il fait ok, waouh, ah putain, on a voyagé et c'est l'humanité, enfin voilà, l'humanité c'est devenu ça, quoi. Enfin, voilà, tu te prends dans la gueule, quoi. Et à un moment, faut pas trop se poser de questions non plus, en fait. Enfin, je pense, et c'est ça qui est intéressant sur un film comme 2001, c'est que tu pourras après t'amuser à théoriser, mais se laisser emporter par le truc et juste essayer de comprendre ce que toi t'as ressenti, et pas de comprendre le film, comprendre ce que toi tu ressens devant ce film. Ça c'est peut-être un truc qui est plus intéressant qu'autre chose sur 2001. Et voilà, donc ce serait à revoir, et je sais qu'il ressort en 4K cet été, il va y avoir plusieurs projections un peu partout. Ce sera pas la fameuse version 70 mm, mais je vais essayer d'aller le voir quand même en salle si j'ai le temps, là, parce que ça vaut le coup de me le faire au moins une fois en salle, quoi. Enfin voilà, c'est 2 millions d'essais de l'espace, bordel de chiottes. C'est quand même... les gens en parlent en me disant que c'est pas de la piquette, donc ça vaudrait le coup de le découvrir dans de bonnes conditions. Non, voilà, après il y a HAL 9000, un des robots les plus flippants de l'histoire des robots, quoi. Enfin, il est tellement horrible ce robot,
avec cette séquence où il lit sur les lèvres et tout. Enfin, c'est un film, beaucoup de gens en ont beaucoup parlé, et vu que je ne l'ai pas revu récemment, je ne vais pas réussir à apporter je pense, ma pierre à l'édifice sur ce que le film évoque ou veut dire. Mais c'est tellement riche qu'à mon avis, on peut en parler des heures. Enfin, honnêtement, on peut en parler des heures sans expliquer ce que ce film nous fait penser. Voilà, Mais voilà, récemment, en fait, j'ai entendu Super Ciné Battle qu'en parlait, et ils en parlaient vraiment bien. Stéphane Boulet qui explique tout ce rapport sur la mort, sur le fait que la mort et le crime est le moyen dont l'humanité arrive à progresser et à passer à une nouvelle étape à chaque fois, et c'est par ça que Hal arrive à prendre quasiment conscience de lui-même et tout. Enfin voilà, l'épisode était très très bien, c'était dans les années 60, et le fait qu'ils en parlent, bah là j'ai un peu trop en fait ce que eux ont dit en tête, et pas trop le film, donc j'ai pas envie de passer ma critique à dire, plus ou moins répéter ce que j'ai entendu il y a pas si longtemps que ça. Mais vu que, voilà, en tout cas je le recommande, évidemment, 2001, Odyssée de l'espace, c'est évidemment, plus que culte classique, un éternel, inégalé, inégalable. 34e, Taxi Driver de Martin Scorsese. Alors, Taxi Driver, écoutez, c'est pas du tout un de mes Martin Scorsese préférés, mais ça fait partie de ces films que tu vois une première fois, enfin tu vois une fois, tu fais genre, wow, ok, j'ai vu ça. Voilà, donc c'est un personnage qui est un ancien vétéran du Vietnam, qui est totalement paumé, qui est un taxi driver, un chauffeur de taxi, et qui va essayer de draguer des meufs, une meuf en l'emmenant dans un cinéma porno, quoi. Enfin, le mec est totalement... il comprend plus rien, quoi. Il comprend plus rien à ce qui se passe autour de lui, quoi. La société, elle le perd, mais total. Elle l'a totalement perdu. Et donc il est perdu, il va se mettre à protéger, il va finir par un acte de bravoure où il va protéger une prostituée très jeune, jouée par Jodie Foster, qui est très jeune. C'est très troublant, d'ailleurs, parce qu'elle est vraiment très jeune, et à la fois elle est quand même fondamentalement une prostituée dans le film, et tout, c'est très perturbant, et ça finit dans un bain de sang mémorable. Ouais, c'est un film, j'avoue que il y a des choses, voilà, c'est un film qui est plus connu pour réellement ses scènes cultes, enfin, ces scènes de You Talking to Me, où le mec, De Niro, il parle tout seul, c'est connu pour De Niro, pour ce qu'il représente en termes d'icône, parce que c'est devenu quasiment un icône pop, hein, le crâne rasé avec la crête, voilà, mais j'avoue que c'est un film que j'ai pas eu envie de revoir plusieurs fois, beaucoup. Voilà, je l'ai vu, ça m'a mis sa claque, ça m'a mis ma dose, et depuis je l'ai laissé en me disant bon, si un jour je me le refais, pourquoi pas, mais j'ai pas eu envie d'y replonger. Tu vois, ça fait partie de ces films où j'ai eu l'impression qu'il fallait le voir parce que c'est un des films qui a construit un peu, déjà, on peut dire un peu le nouvel Hollywood aussi. 1976, on est encore dans le nouvel Hollywood, et surtout qui a construit la carrière de Scorsese. Mais moi personnellement, ça m'a pas plu, quoi. Enfin, c'est pas un film où je me suis dit, tiens, là en reparlant, je me dis que ça fait partie de ces films où limite, faut les voir 3-4 fois, je pense, pour en prendre la pleine mesure, quoi. Enfin, tu vois, pour prendre la mesure du jeu de De Niro, pour prendre la mesure du discours sur la société de Scorsese, pour prendre la mesure peut-être de la violence, de la beauté de la lumière et de la manière dont il filme New York la nuit. Enfin, il y a énormément de degrés de lecture à ce film qu'on peut découvrir en le voyant plusieurs fois, et donc je pense que je vais m'octroyer une prochaine vision très vite. Et à chaque fois que je fais ces tops, j'ai plein de films à revoir à chaque fois. C'est un calvaire. Mais c'est intéressant, cette période de vie où tu découvres des films, et après tu te dis faut laisser passer du temps et les redécouvrir après. Donc Taxi Driver sera un des films que je vais redécouvrir, avec Travis. Il s'appelle comment le personnage principal? Il a un nom de ouf, j'adore le nom de ce personnage par contre. Bah merde alors. Travis Bickle, quoi. Travis Bickle. Non mais génial, quoi. Voilà, donc c'est un film où il y a beaucoup de scènes qui m'ont marqué, mais là, dit comme ça, je pourrais pas te dire genre vraiment la note d'intention de Scorsese en le faisant, sa mise en scène, comment elle est faite et tout, j'aurais du mal. J'aurais du mal à te l'expliquer, à vous le dire. Voilà. C'est pas un film que j'ai analysé, que j'ai aimé analyser, c'est un film que j'ai découvert, que j'ai pris dans la gueule, et que depuis, il m'habite, il est au fond de moi. Mais je pense qu'il faudrait une deuxième lecture pour que je puisse... que ça me travaille un peu plus. 33e position, un de mes films français préférés. Et oui, Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet. Donc, Jean-Pierre Jeunet, c'est peut-être un des réalisateurs qui m'a fait aimer le cinéma, en fait, et qui m'a fait me dire que j'aimerais bien un jour faire du cinéma, parce que avoir son inventivité visuelle et réussir à la mettre au service d'une histoire, de belles histoires, de beaux personnages, c'est vraiment quelque chose que j'adore plus que tout. Et donc c'est un réalisateur vraiment que j'adore. Pour moi, ça fait partie de mes réalisateurs français préférés de loin. Je suis déçu qu'il en fasse plus beaucoup des films, même plus du tout. Enfin, T.S. Pivette, c'est son dernier, ça date. Et voilà, et c'est un peu... Enfin, c'est dommage parce qu'il n'a pas eu la fin de carrière qu'il méritait. Vraiment, honnêtement. Et Amélie Poulain, en fait, ce qui est horrible avec Jean-Pierre Jeunet, c'est que le mec a tapé son film Somme, son film Total,
son meilleur film, avec Amélie Poulain, donc premier film tout seul, troisième film, quatrième film de sa vie, je crois. Enfin, il a fait ça, des Gatessen, La Cité de l'Enfant Perdu, Alien, et boum, Amélie Poulain. Et après, bah, le mec a jamais pu vraiment renouveler l'exploit. Enfin, tu vois, il y a un moment où il a tapé tellement haut, et Amélie Poulain, c'est énormissime, quoi. C'est vraiment énormissime comme film. C'est un film, je trouve que tout fonctionne, quoi. Enfin, il y a des idées à chaque plan. J'adore la narration de ce film, le côté voix off, sorti de nulle part, qui te raconte des espèces de micro-détails, comme ça, genre... Enfin, cette espèce de d'histoire du monde, quoi, vraiment, genre, à 12h57 à Paris, pendant que la Guimauve faisait des tours, les bonnes sœurs jouaient au tennis, il y a eu machin enlevé, la mélancolie, en fait, le film a été écrit à partir d'un carnet, en fait, que Jean-Pierre Jeunet avait, où, depuis toujours, plus ou moins, Jean-Pierre Jeunet écrit dans ce carnet toutes les choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Enfin, genre, tous les détails du monde qu'il a observé, du monde qu'il observe, il l'a noté dans ce carnet. Alors, il en avait fait un court-métrage avec Dominique Pilon avant, qui justement reprenait cette séquence du film avec le j'aime casser les papiers bulles, glisser ma main dans un sac de machin. Enfin, il avait fait un court-métrage sur ce principe-là. Je sais plus comment il s'appelle, j'aime ou j'aime pas, ou un truc comme ça. Et donc, en fait, de ce carnet qu'il a fini par remplir au fur et à mesure des années, il en a fait un film entier. Et donc tu sens que c'est le film somme de sa vie quasiment. Enfin, c'est le film le plus personnel qu'il peut faire, avec toutes ces histoires dans tous les sens, avec tous ces destins de personnages, mais les personnages, tu sens qu'il a mis dans chaque personnage des choses qu'il avait observées à droite à gauche et qu'il avait fait kiffer, quoi. Cette espèce de... Ouais, mais il y a tellement de choses à penser à ce film, enfin, c'est tellement énorme, j'adore la galerie de personnages qui présentent, rien que la galerie, tu prends la buraliste qui est hypochondriaque, qui tombe, où elle va réussir à déclencher une histoire d'amour avec le mec qui est l'espèce de stalker paranoïaque, qui stocke son ex et qui enregistre toutes les conversations. Après, t'as l'écrivain qui va trouver le moment de le paroxysme de son arc, c'est quand il voit une de ses citations taguées dans la rue, quoi. Enfin, putain, il y a des petits détails, quoi. La manière dont Amélie, elle va interagir dans la vie de ces gens, c'est d'une poésie totale, quoi. Et après, visuellement, je trouve le film magnifique, avec des idées génialissimes, comme je le dis dans d'autres vidéos, et par exemple dans le CCU, j'adore le moment où elle se liquéfie, littéralement. C'est-à-dire que le mec a utilisé des effets spéciaux pour liquéfier son personnage, parce que c'est ce qui se passe à ce moment-là. Dans le film, elle se liquéfie, quoi, tellement elle est embarrassée. Et enfin, c'est des idées comme ça. La relation qu'elle a avec son voisin, Jamel Debbouze, qui est hyper touchant. Il y a peut-être juste la relation d'amour qui est peut-être c'est étrange parce que c'est le cœur du film et à la fois c'est peut-être le seul truc qui, moi, me parle pas plus que ça. La relation qu'elle a avec... Enfin, cette relation d'amour, quoi, avec de temps... Parce qu'il y a un côté peut-être trop candeur, trop naïf pour moi. Mais vraiment, c'est un film... le début, je trouve qu'il est tellement fluide, quoi. Enfin, avec ce récit de la vie d'Amélie, le fait que... Enfin, je sais pas, c'est tellement dense comme film, tellement de choses, tellement... Tu rentres tellement dans un univers, dans une vie entière, quoi, quand tu t'abordes ce film, avec la manière dont il arrive à te résumer la vie des gens. Genre moi, ce flashback de la vie du mec qui est joué par Bénichou, là, où d'un coup, tout de suite, les souvenirs reviennent dans sa tête. T'as cette voix de Dieu Solier qui raconte à cette vitesse-là, je l'ai en tête parfaitement, quoi. Le jour où machin a perdu tous ses billets à cours de récré, le Tour de France 1983, enfin, j'ai pas les bonnes dates, mais voilà, c'est des espèces de souvenirs comme ça qui me... rien que d'y penser, ça me terrasse, quoi, tellement j'adore ce film. Donc voilà, c'est pour moi un des films qui est en termes de... Après, voilà, il y a l'image de Montmartre, cette image de la France, que je pense que c'est le film français le plus connu à l'international. Hein. C'est-à-dire que vous allez partout dans le monde, vous dites Amélie, mais vraiment partout dans le monde. Hein. Vous dites Amélie, les gens font « Ah ouais, Amélie !» Tu vois, le film Amélie, quoi, ils connaissent, quoi. C'est un truc de ouf, parce qu'il a vendu l'image de la France. Alors, j'ai même pas envie d'en parler, de cette histoire de mec qui a dit que c'était un film FN, là. Parce que, non, il y a un moment où, oui, il a fait une image d'Épinal, mais pourquoi pas? Pourquoi tu peux pas vendre un Paris fantasmé, un Paris magnifique, un Paris qui fait rêver? On est au cinéma, bordel. Moi, je suis pas là pour voir le Paris que j'ai tous les jours. Je suis pas là pour voir le Paris quand je descends dans la rue, voir le Paris. Je m'en fous. Enfin, peut-être, ça peut intéresser certains, mais moi, j'adore voir le Paris magnifié de Jean-Pierre Jeunet, ce Paris idyllique, où il fait beau, où les personnages sont atypiques, où les gens t'as envie d'être dans ce café des Deux Moulins. T'as pas de touristes. Voilà, c'est énorme. J'aime ce film, j'aime la manière dont sa candeur, son insouciance, sa fantaisie, enfin, toutes les idées qu'il apporte, les trucs des photomatons, enfin, la mise en scène aussi, mais Audrey Tautou, je trouve qu'elle se fond dans son personnage, mais
totalement, quoi. L'histoire du nain de jardin, Rufus qui joue le père. J'ai eu la chance de beaucoup parler avec Rufus une fois dans ma vie, où il m'a raconté vraiment le travail avec Jeunet et tout ça. Enfin, c'est un film qui compte beaucoup pour moi, quoi, Amélie Poulain. Donc, je vais pas faire la fine bouche, hein. Je vais juste dire que j'adore ce film. Et que si vous l'avez jamais vu, mais voyez-le, quoi. Enfin, c'est énormissime, quoi. Il retrouvera malheureusement jamais ce niveau-là plus tard. Le mec a pourri sa carrière en faisant son meilleur film quasiment. 32e position, Requiem for a Dream, un film qui est assez mal aimé de beaucoup de monde, putain, j'étais très surpris d'apprendre que ce... Parce qu'à l'époque, moi je l'ai vu quand j'étais au lycée, il est sorti en quoi, en 2000. Voilà, bon bah c'était le film un peu trash des années collège, voilà, des années collège, qui parlait de la drogue, genre l'expérience que tu vois avec des potes, tu dis ah putain, Requiem for a Dream, t'as vu, c'est chaud, avec la musique et tout, qui était génial, qui a été réutilisé 10 000 fois depuis dans les bandes annonces, mais même l'autre musique, enfin... Pour moi, c'est un film culte, clairement. Et punchy, qui s'arrête jamais, et je trouve que c'est un film qui est hyper pertinent sur son propos, quoi. Alors, mais il y a des gens qui le détestent, quoi. Enfin, vraiment, qui le trouvent... J'ai entendu plusieurs personnes se taper essayer de cracher sur le film en disant que c'est une espèce de dissertation de CM2 sur la drogue, c'est mal. Bah, déjà, la drogue, ça peut être mal. Enfin, si tu décides de raconter ça dans un film, pourquoi pas. Et sauf que il utilise quand même beaucoup de stratagèmes de mise en scène pour te le faire vivre, hein, la drogue c'est mal, quoi. Enfin, entre la meuf qui pète un câble avec ses médocs, où t'as des montages parallèles, t'as des effets de mise en scène de ouf, enfin, t'as une forme de claustrophobie totale qui s'en dégage, ça devient horrible, cette mère qui part en couille à cause de ses pilules pour maigrir et de la téloche, là. Enfin, il y a quand même... Il y a un côté sensoriel, quoi, un vrai côté viscéral à cette mise en scène c'est pas un film thèse, pour moi, c'est pas genre un mec qui te fait un discours pendant tout le film avec une thèse, tu vois, non, c'est un film qui te fait vivre le fait que la drogue c'est mal, et qui te fait vivre les descentes aux enfers des personnages, donc j'arrive pas à comprendre le côté, ouais, le mec qui fait une thèse un peu pourrave, qui a un gamin de 12 ans sur la drogue c'est mal. J'arrive pas à comprendre comment tu vois ça quand tu vois ce film. Parce que pour moi, t'es supposé ressentir viscéralement les trucs, donc oui, le fond du film c'est la drogue c'est mal, ok. Mais la manière dont il te le fait vivre, quoi. Enfin, il n'y a pas énormément de films qui te font vraiment vivre viscéralement ça, quoi. Donc tout est horrible, enfin, cette descente aux enfers entre la meuf qui part en couille en devenant limite gogo danseuse, prostituée, je sais pas quoi, enfin, elle est affreuse cette séquence, en plus il y a des effets de mise en scène de ouf, hein. Cette caméra qui est collée à elle, c'est la première fois qu'on a vu cette imagerie, alors qu'elle a été utilisée des milliers de fois depuis, t'as Jared Leto qui est vraiment très très bon, qui est horrible dès le début, enfin, t'as aucun héros auquel tu t'attaches, tellement ils sont horribles et affreux, quoi, enfin, et direct, tu as envie de... Enfin, c'est ça qui est fort aussi, c'est que tu t'intéresses à ce film, mais à la fois les héros, c'est vraiment, ils sont pas attachants, ils sont tous détestables, parce que ils sont tout de suite dans leur merdasse, quoi, et quand ils finissent mal, mais t'es mal pour eux, mine de rien, quoi. Enfin, voilà, j'adore ce film, je trouve que c'est un film hyper fort, et je comprends totalement qu'il soit culte, et que même en termes de montage, de mise en scène, d'idées visuelles, enfin, il y a énormément de trouvailles, quoi. Tu peux pas annihiler toutes les trouvailles du mec, visuellement pour te raconter son histoire en disant ouais non mais ça c'est un peu simpliste, hein. Bah oui mais c'est viscéral, c'est simpliste viscéralement, donc pour moi c'est une bonne forme de simplicité. Voilà, c'est mon coup de gueule sur les gens qui font un coup de gueule sur Requiem for a Dream, mais écoutez, bah il en faut, hein, chacun son avis j'ai envie de dire, mais voilà, ça m'agace un peu, j'aimerais un jour le revoir et débattre bien avec quelqu'un de ça, parce que je trouve ça bizarre comme avis honnêtement. 31e, M. le Maudit de Fritz Lang. M. le Maudit, le roi de la synecdoche. Non, M. le Maudit, donc sur un tueur de gamins qui va se retrouver à se faire plus ou moins poursuivre par à la fois la police, la mafia, les clodos, enfin une espèce d'alliance dans la ville pour essayer de trouver ce mec-là. Bah, c'est un film que j'ai étudié à la fac, hein, évidemment, parce que c'est un film culte dans sa manière de narrer visuellement les choses. Quand je dis le roi de la synecdoche, c'est que c'est un film qui commence tout de suite par plusieurs synecdoches pour te représenter M le tueur. Donc il y a son ombre, après je crois qu'il y a juste ses pieds, il y a une histoire avec juste le ballon. Enfin, il y a tout un travail de... En fait, la synecdoche, c'est quand tu montres quelque chose, enfin tu arrives à représenter visuellement quelque chose sans jamais le montrer. Donc c'est tout ce travail de... Tu peux jouer sur l'ombre, sur la forme, le flou, le regard des autres, c'est la manière de suggérer quelqu'un, quoi. Et M. le Maudit est beaucoup suggéré dans le film, et voilà, il y a ce rapport, cette recherche du tueur en série, quoi, et je trouve qu'il y a cette idée géniale, qui est vraiment de fédérer une ville autour d'un but commun, quoi. Et donc la police, la mafia vont s'allier, et finalement c'est grâce aux clodos, quoi, qui vont finir par choper le truc, quoi. Donc évidemment c'est un film culte, hein, de Fritz Lang, 1931, donc on est quand même
on en a eu il y a bien longtemps, et pourtant, bah, c'est un des plus grands films de tous les temps, qui, en termes de ce qu'il raconte sur la chasse d'un tueur en série, je crois qu'à part Seven et Memories of Murder, tu vois, on est dans le top 3 des meilleurs polars de tous les temps, quoi. Donc c'est quand même beau, hein, 1931, le mec, il a sa place dans le top 3 à l'heure actuelle encore. Fritz Lang, hein, ça va, monsieur, vous n'êtes pas tripoté, quoi, sur ce film-là. Donc, pareil, hein, c'est un film que j'ai pas vu des masses non plus, donc il mériterait largement que je me refasse une petite visionnage. Numéro 30, Your Name. Alors, Your Name, bah écoutez, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, vu qu'il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je l'ai pas revu depuis, malgré le fait que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je vais pouvoir me le refaire. J'aurai une critique dessus, donc vous pouvez toujours y avoir ma critique, mais je vais quand même en parler un peu. Faudrait que je le revoie parce que tout le monde... je comprends pas comment on peut pleurer devant ce film en fait. Je comprends que c'est magnifique, qu'émotionnellement, j'avoue que j'ai vachement de mal à être impliqué fondamentalement avec les personnages. Mais c'est très beau ce que ça raconte, c'est très beau visuellement, mais faudrait que je le revoie pour essayer de voir si j'arrive à ce coup-ci connecter émotionnellement avec les personnages. Et ce qui est drôle en fait, c'est que pour avoir revu ces autres courts-métrages, là où monsieur... Shinkai, Mamoto Shinkai, comment il s'appelle le monsieur? Makoto Shinkai. On sent vraiment le côté croquis, mais j'en ai déjà parlé encore une fois dans mes 50 meilleurs films d'animation de tous les temps avec 5 cm par seconde, un truc comme ça. Voilà, il y a vraiment ce côté croquis quoi, du personnage. On sentait qu'il avait préparé un peu toutes les thématiques du film qu'il voulait exploiter, et pouf, là il trouve un bon concept pour l'exploiter. Bon, à part la BO est très bonne aussi, mais voilà, c'est un film où je pense que vous avez déjà eu mon avis si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Plusieurs fois dessus, je crois, et je l'ai vu qu'une fois, donc j'ai pas eu de nouvelles idées dessus, il faudrait que je le revoie, que je me raccorde un revisionnage de ce film pour pouvoir avoir une autre grille de lecture, parce que là je patine un peu dans le vide. 29e, le retour du Jedi. Donc Star Wars épisode 6, pour moi quand j'étais enfant évidemment c'était mon préféré. Je dis évidemment parce que ça m'a fait marrer parce que récemment à la sortie du 7, je me suis refait tous les Star Wars dans l'ordre de sortie, parce que je trouve ça plus intéressant que l'ordre chronologique, parce que vu que c'est un débat que les gens peuvent avoir, mais pour moi si tu dois montrer Star Wars à quelqu'un qui a jamais vu, je pense que c'est plus judicieux de faire 4, 5, 6, 1, 2, 3 que de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 en fait, parce que fatalement... Ouais, je sais pas en fait, parce que pour moi c'est comme ça que j'ai découvert, je trouve que c'est la voie logique. Et surtout, tu grilles le fameux spoil, moi je l'ai montré à Jessica qui n'avait jamais vu de Star Wars, et j'ai quand même eu quelqu'un qui en 2016, je crois, hein, ou en 2015, quand Dark Vador a dit « Je suis ton père », elle a eu deux réactions. La première ça a été « Ah putain !» Genre, quoi? C'est son père? Déjà, donc super drôle, parce que tu te dis, mais comment la personne a pu passer à côté de ça toute sa vie? Et ben ça existe encore, sachez-le. Et deuxième réaction, elle s'est tournée vers moi, elle a fait ah mais ça vient de là. Oui, ça vient de Star Wars, je suis ton père. Donc bref, le retour du Jedi, pour l'avoir revu dans cet enchaînement, bah oui, il a pris un coup de vieux, pas un coup de vieux le film en soi, mais il est moins bandant qu'avant, quoi. Enfin, il est moins bandant, oui, c'est sûr. Avant, j'adorais, je trouvais que c'était le plus rythmé, le plus... Pareil, j'avais un peu ce rapport avec Pour moi, c'était le meilleur des Star Wars. Mais pour l'avoir revu, il est quand même un peu relou, en fait. Il y a la bataille les tri-batailles de fin qui sont génialissimes, honnêtement, il n'y a rien à dire entre les batailles des Ewoks qui est hyper cool, les batailles spatiales, elle est énormissime, et le duel Luke-Dark Vador qui fonctionne vraiment très bien. Donc cette tri-bataille qui va devenir la marque de fabrique de Star Wars qui va être repris à tire-larigot dans tous les autres qui vont suivre après. Ça, franchement, c'est le top du film. Le début sur Hutt, c'est... oui, sur Hutt. Non, pas sur Hutt, justement. Sur Hutt, c'est dans le 5. Sur Tatooine avec Shelley et Jabba the Hutt. C'est compliqué. Ça, c'est énorme. Ça, franchement, j'avoue que c'est terrible. Après, il y a cette espèce de ventre-mou chez les Ewoks qui est un peu chiant quand même, faut l'avouer. T'enlèves cette petite course de moto spatiale et après tu te fais un peu chier, quoi. Et quand il retourne chez Yoda aussi, c'est un peu relou. Enfin, voilà. Donc il n'y a pas tout qui est bien, et il y a ces Ewoks qui sont casse-burnes, faut l'avouer. Faut l'avouer qu'en fait, quand tu le revois, ça te fait chier, quoi. Mais quand j'étais petit, je kiffais grave. Mais pour moi, il y a un peu ce rapport avec Indiana Jones 3, tu vois. Il y a ce côté où je trouve que c'est sûr, ils ont mis les potards à fond, quoi, sur le dépaysement, l'aventure, l'action, le côté space opéra, tu voyages pas... tu voyages pas tant que ça dans l'espace, hein, finalement. Mais de toute façon, Star Wars, est-ce que c'est vraiment un space opéra, quoi? Peut-être le premier, mais après, tu voyages pas des masses, hein. Bon, je dis peut-être une connerie. En fait, je sais peut-être pas ce que c'est un space opéra. Ouais, c'est peut-être ça mon problème. Bon, en tout cas, voilà, maintenant, si je devais le classer dans les Star Wars, honnêtement, il est quand même dans mon top 3 ou 4, peut-être. Je sais pas, c'est compliqué. Hein, tellement, là, faudrait que je repense à tout, ça prendrait trop de temps. Donc, on va passer au film d'après. 28e position, Reservoir Dogs, le premier film de Quentin Tarantino. Et quel premier film chaud, le mec est fort. Franchement, le mec est fort. Alors...
Justement, dans mon fameux cours sur Tarantino, ils nous ont montré tous les films dont Tarantino avait plus ou moins pompé le principe, dont City of Fire, pour faire Reservoir Dogs. Et c'est vrai que quand tu vois City of Fire, tu es genre, oui, en fait, tu t'es pas allé très très loin non plus pour aller chercher ta trame, quoi. Enfin, oui, non, pas un film hongkongais qui avait vraiment fait la même chose, quoi. Le braquage qu'on voit jamais, le huis clos, les tueurs avec un mec infiltré, ils finissent tous par se tuer dessus. Bon, après voilà, il y a quand même la patte Tarantino, ce côté segmentage en chapitres, qui est quelque chose que lui maîtrise de ouf et qui crée vraiment un ludisme. Et là, c'est peut-être celui-là où ça crée le meilleur ludisme, enfin le côté ludique le plus efficace de sa narration, peut-être avec Pulp Fiction après quand même. Mais il y a vraiment, tu regardes ce film et tu kiffes, quoi, parce que tu repars en arrière, tu vois le point de vue d'un autre, pof, 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 enfin, c'est tellement génial et fluide. Après, il y a l'esthétique, ce côté de tous les tueurs qui débarquent habillés en costard, enfin, ça a marqué vraiment ce côté classe, quoi, ce côté gangster classe. Après, il y a leur dialogue aussi, qui est cette manière de parler. Le film commence direct par, je crois, Madonna, Like a Virgin, ça parle d'une beat, enfin, ou d'un truc comme ça, je crois. Et tout de suite, ça te donne un espèce de... Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, si tu analyses la première séquence, j'ai vu une vidéo de je sais plus qui à l'époque qui parlait de ça, si tu analyses la manière dont chacun parle dans la première séquence, tu as tout le film qui est résumé là-dedans. C'est-à-dire que tous les personnages ont le comportement qu'ils vont avoir durant tout le film et ont leur caractérisation, mais hyper marquée dès le début. Mais dès le début, vraiment. Alors, je me souviens plus exactement de qui dit quoi, mais si tu fais... Il y a une vidéo, je vais peut-être vous mettre en lien si j'arrive à la retrouver, mais vraiment où tu as un parallèle, où tu te dis, mais ouais, putain, mais c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que le mec qui est l'infiltré, bah, il ouvre pas trop sa gueule et il se fait discret, à la fois il reste juste dans ce qu'il dit. Le mec qui défend l'infiltré, bah, lui il prend toujours la cause de l'opprimé un peu. La grande gueule, bah, il va être grande gueule et à la fois il va s'écraser dès qu'on va lui donner un argument contraire. Enfin, il y a vraiment Mr. Pink, machin. Enfin, voilà, il y a vraiment cette espèce de parallèle qui est fait. Après, c'est un film, t'as des séquences de fou, hein, la séquence... de l'oreille, évidemment, c'est énormissime avec cette chanson qui est devenue... Enfin, tu peux pas ne pas penser à ça quand t'entends Stuck in the Middle with You. C'est un film poignant, cette image de fin, pour moi, elle m'a marqué à vie. Enfin, c'est quelque chose... c'est un film qui a vraiment marqué qui m'a marqué, quoi. Moi, je sais que dans l'épisode 3 de Devil Town, même, enfin, pour moi, c'est Reservoir Dogs. C'est vraiment une énorme référence à Reservoir Dogs, dans le côté segmenté, dans la scène du parking. Enfin, c'est Reservoir Dogs qui m'a inspiré tout ça. C'est une imagerie qui me colle à la peau, quoi. Vraiment, c'est un film qui m'a marqué énormément. Et il y a aussi ce côté Michael Madsen qui est énormissime, Steve Buscemi. Les comédiens sont géniaux et Tarantino arrive direct à... Enfin, pour un premier film, c'est vraiment... Il y a peu de premiers films qui sont, à mon avis, aussi bons que Reservoir Dogs, quoi. Parce que clairement, il y a tout le cinéma de Tarantino qui est déjà là. Son côté citation d'autres films, et à la fois puzzle, personnage haut en couleur, dialogue chiadé à mort, trame efficace et un peu à tiroir. Enfin voilà, tout est là. Et le mec, il sort un film de ouf, avec très peu de thunes et magnifique. Donc, bah écoutez, hein, Reservoir Dogs, je pense que vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Hein, j'espère que vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, honnêtement, c'est énorme. 27ème, Braveheart de Mel Gibson. Oh putain, un long film. Hein. Oh qu'il est long, j'ai essayé de le revoir plusieurs fois et à chaque fois je me suis quand même endormi au milieu. Non, bah il y a surtout Braveheart qui raconte William Wallace, hein, l'Écosse, les libertés, freedom, tout ça, pendant la guerre entre les Écossais et les Anglais, en je sais plus quel siècle. Bah écoutez, William Wallace, non mais cette bataille du milieu, c'est surtout ça, enfin, cette bataille du milieu, c'est ce moment de baston au milieu du film qui est juste... Waouh, le mec en impose tellement, quoi, cette baston, je l'ai vu des milliers de fois. Je n'ai pas vu le film en entier plusieurs fois. Enfin, si, mais cette baston, je l'ai vu vraiment mais plein de fois, quoi. Elle est hyper glaçante, quoi, la manière dont elle est... Il y a une espèce de rigueur, de rudesse, de non-concession, mais Mel Gibson, il a ça dans son cinéma, c'est-à-dire qu'il va te faire des choses qui sont réalistes. Il aime bien te montrer le côté dur et âpre des choses, quoi. Il déconne pas, il est là pour faire un truc vraiment immersif et réaliste. Et là, mais sur cette baston, t'es dans un champ de bataille entre les Écossais et les Anglais, quoi. Avec ces mecs qui se prennent des flèches dans le cul, avec ces mecs qui se font couper les bras, la tête, enfin... Ça s'arrête pas de gicler, c'est violent, enfin vraiment, ça a amorcé ce que Gladiator va faire après. Hein. Pour moi, c'est clairement... Gladiator, ils ont clairement pompé... Enfin, Ridley Scott, il a clairement pompé sur un film comme Braveheart au niveau de son imagerie de baston, hein, c'est évident. Après voilà, le parcours est énorme, mais c'est une vraie fresque, quoi. Moi, il y a un moment qui me fait trop marrer, parce que j'ai l'impression de capter un truc que je suis le seul à capter au monde, mais que je suis totalement à côté de la plaque, à mon avis. Il y a un moment où t'as genre le seigneur qui arrive dans un village, là, enfin, ou un émissaire du seigneur, et il va exercer le droit de cuissage du seigneur. Donc,
Donc il arrive et donc il dit, il y a tout le village qui est réuni devant, ils disent oui, donc le seigneur va exercer son droit de cuissage, il va sélectionner quelques meufs et il va les prendre dans son château pour les baiser quoi. et, et genre, je crois qu'ils disent un truc, est-ce qu'il y a des volontaires, un truc comme ça. Où il pointe une meuf du doigt, et la meuf, je vous jure, vous regardez le film, la meuf elle est trop contente. Elle est trop contente d'y aller. Mais il y a vraiment ce côté genre elle fait genre au début genre, ah merde c'est moi, elle s'écarte de son mari en mode genre chérie, je vais le faire. T'inquiète pas besoin de t'énerver chérie. Je vais aller me faire baiser par un mec qui sent bon dans son château. Parce qu'en fait, moi je vois ça honnêtement quand j'ai revu le film, j'ai trop vu ce moment où la meuf elle se dit, putain je vais passer une nuit dans un beau château avec un mec qui se lave, genre un mec classe avec un bon repas, enfin tu vois, genre je vais quitter mon putain de pouilleux de paysan qui schlingue et qui me bat, et je pense que c'était vraiment, je peux partir en couille, mais pour moi c'est clairement la note d'intention de cette scène-là. C'est de l'air de dire, en fait, dans la réalité des choses, le droit de cuissage, il y a des meufs qui pouvaient trouver ça cool. Enfin, je trouve ça vachement drôle de penser ça en tout cas, même si je suis à côté de la plaque. Voilà, alors je crois qu'il y a une Française qui joue dedans, et c'est Sophie Marceau, non, qui joue la demoiselle, la française, là, qui joue la princesse Isabelle, exactement. Voilà, après je me souviens plus exactement de tout ce qui se passe dans le film, il y a évidemment cette fin avec Freedom, liberté, vous n'aurez jamais la liberté, ou je sais plus quoi, qui est juste le moment, pareil, ça marque une vie de cinéphile, ça marque une vie de cinéphile, Mel Gibson qui crie Freedom avant de se faire couper la tête, quoi. Donc écoutez, Braveheart, si vous aimez un peu les grandes fresques historiques avec de la violence et de la guerre et des personnages bien ancrés, bien chauds, n'hésitez pas, voyez-le. 26e position, Sueur froide, Vertigo en VO, donc Alfred Hitchcock. Alors c'est un film pareil que j'ai étudié en cours, pour, je sais plus quel cours celui-ci par contre. Je pense que ça devait être mouvement de caméra ou un truc comme ça, un cours uniquement basé sur les mouvements de caméra, genre caméra et plan, un truc comme ça. Et Vertigo, je vous avoue que c'est un film que j'aime pas trop, en fait, honnêtement. Je trouve que c'est... En fait, pour moi, le film est supposé marcher sur un truc. Donc l'histoire, rapidos, c'est un détective qui est atteint du vertige, qui est un peu en disgrâce, qui va devoir enquêter sur la femme d'un ami, et il se passe un truc au milieu du film, qui est que, je vais spoiler Vertigo si vous l'avez pas vu, qui est que la femme meurt, et le détective, mais il s'était plus ou moins tombé amoureux avant, enfin une histoire d'amour évidemment, et le détective retrouve une femme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, mais c'est pas elle, et il va repartir dans son intrigue, et en fait on va découvrir à la fin que c'est elle. Et j'ai envie de dire qu'en fait il y a eu un stratagème, qu'elle n'était pas vraiment morte, et qu'elle avait fait semblant de mourir, je sais plus exactement, mais le problème, c'est que c'est Kim Novak, qui est magnifique, qui joue donc les deux personnes, et quand... c'est juste la même personne, en fait. Enfin, c'est-à-dire que j'ai jamais réussi à croire à ce que Hitchcock essayait de me faire croire, quoi. Au côté, c'est pas la même personne, c'est la même physique, mais c'est une autre personne dans son corps. Enfin, c'est hyper difficile, en fait, d'avaler le twist, enfin, je comprends pas. C'est-à-dire que j'étais là devant le film, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu essaies de me faire croire, en fait, là? Tu essaies vraiment de me faire croire que c'est pas le même mec? Que c'est pas la même personne? Donc je suis supposé tomber dans le panneau? Mais je tombe pas du tout dans le panneau, monsieur Hitchcock, là. Et donc pour moi, c'était compliqué, quoi. Bon, je l'ai vu 2 fois, et même la deuxième fois, quand je l'ai revu, je me suis dit, bon, écoute, je comprends pas trop l'intérêt du truc, quoi. Franchement, c'est un peu alambiqué, c'est un peu tiré par les vaches, enfin, tu sais, c'est vraiment l'espèce de manigance totalement improbable. Et j'ai pas trouvé de discours hyper intéressant, de trucs qui m'ont parlé plus que ça. Alors il y a une espèce de truc chelou avec des espèces d'histoires d'âme, enfin vite fait, hein, il y a ça, de réincarnation de je sais pas quoi, enfin il y a le mec qui part un peu en couille, justement il pense que c'est la réincarnation, enfin que l'âme de la meuf s'est transférée dans la deuxième. Bon, écoutez, c'est vraiment pas du tout mon Hitchcock favori, loin de là. Mais de toute façon, j'ai du mal avec Hitchcock, en fait, moi. Je me rends compte qu'à chaque fois, mais c'est le problème, hein. Moi, Hitchcock, en fait, le problème que j'ai, c'est que ce mec a tellement été pompé par le reste, a tellement influencé tout le cinéma qui suit, que honnêtement, à chaque fois que je vois un de ses films, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu, enfin, tu sais, ah, ça me fait chier, quoi. Genre, les Psychose, ça m'est arrivé la même chose. Genre, je regarde Psychose, je fais oui, mais en fait, on m'a déjà... Enfin, malheureusement, tu as tellement été pompé, mon pote, que ton film, il est... J'arrive pas à rentrer dedans en me disant que je suis surpris, ou tu vois... Alors, je trouve que Psychose fonctionne beaucoup mieux rien que sur son atmosphère,
et sur voilà, le parti pris de tuer la meuf rapidement et tout ça, mais même là, j'arrive pas à kiffer, quoi. J'arrive pas à kiffer. Alors, je suis toujours admiratif de sa manière de mettre en scène, des plans de caméra qu'il va utiliser, il y a une efficacité redoutable et une maîtrise de plein de choses, mais j'avoue que je n'arrive pas à être un grand fan d'Hitchcock, quoi. Honnêtement, j'arrive pas. 25e position, Citizen Kane, hein, de notre ami Orson Welles. Quand je parlais de premier bon film avec Tarantino, je pense que lui il se pose là aussi. Non, là, franchement, c'est un film qui m'emmerde au plus haut point. Mais qu'est-ce que je me fais chier devant? Je dois vous l'avouer, je me fais toujours super chier devant. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai vu plein de fois, parce que ça fait partie des films où, quand tu veux faire du cinéma plus tard, on te dit de voir Citizen Kane, et c'est normal, parce qu'en termes de cinématographie, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que le mec touche sa bille comme personne, dans ses mouvements de caméra, les idées qu'il a pour passer d'une époque à une autre, les transitions qu'il fait, les idées qu'il a vraiment partout, ça n'arrête jamais, les positionnements des personnages vis-à-vis de la caméra, les mouvements de caméra, toute cette narration aussi, mais qu'est-ce que je me fais chier quand même? C'est-à-dire que l'histoire n'arrive jamais à m'intéresser. C'est-à-dire que le film m'intéresse, mais l'histoire, pas du tout. Et pourtant, même la dramaturgie m'intéresse. C'est-à-dire que la manière dont il raconte cette histoire, avec des flashbacks en tiroir, et où tu as ce mystère de qu'est-ce que veut dire Rosebud, et le moment où tu apprends ce que c'est, mais en fait c'est un peu tragique parce que le mec qui cherche, il n'aura jamais la réponse, et tout ça. Ah, ça me faisait penser à ça un peu, là, Sierra Madre, là aussi. Mais qu'est-ce que ce film m'emmerde? J'arrive pas à l'expliquer. C'est en fait, je pense que c'est un super film... on va dire techniquement, dans tous les aspects techniques du film, il tape vraiment, mais très très haut partout. Cinématographie, mouvement de caméra, jeu d'acteur, écriture, dramaturgie, voilà, tout ça c'est magnifique. Mais émotionnellement et au niveau de mon intérêt pour le truc, ça décolle jamais. Je me fais chier du début jusqu'à la fin. Et je me suis fait chier du début jusqu'à la fin, mais au moins 3 fois dans ma vie, hein. Donc c'est quand même long, parce qu'en plus il est long, si je m'abuse. Là il dure 2 heures, mais j'avais tellement l'impression qu'il en durait 4, quoi. Qu'est-ce que ce film m'emmerde, putain. Je suis désolé de dire ça, c'est bizarre, hein. Je comprends que ça fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma, parce que, en plus, si tu prends l'époque 41, ok, le mec te cale des effets que personne n'avait jamais eu l'idée de faire. Enfin, il y a quand même une caméra qui passe dans une vitre, c'est la première fois qu'un mec le fait à l'époque, par exemple, tu vois, enfin... Le mec, il te révolutionne clairement la manière dont on met en scène. C'est-à-dire qu'il utilise, il n'est pas là de faire une espèce de truc théâtral où juste il va te mettre des mecs dans un décor avec 3 feuilles, là, et il te filme les gars en gros plan, partout. Non. Là, il te raconte vraiment des choses par le déplacement des personnages dans l'espace et le mouvement de la caméra. À chaque fois, ça raconte quelque chose. Ça raconte leur importance dans la séquence, leur dominance, leur pouvoir vis-à-vis des autres. Tout ça est raconté juste par la mise en scène en plus de l'histoire. Mais qu'est-ce que ça n'arrive pas à m'intéresser pour autant? C'est ineffable. Il y a une forme d'ineffabilité là-dedans. Je n'arrive pas à m'expliquer le fait que ce film m'emmerde à ce point. Mais pourtant, c'est le cas. Donc, grand film, de manière objective, je dois le dire. Il m'impressionne. Mais de manière subjective, c'est un calvaire. Un calvaire total. Voilà. C'est toute le mystère du cinéma, un peu, on est d'accord? C'est quand même surprenant. Ouais, il y a un côté inexplicable. C'est comme ça. Eh bien écoutez, je vais faire juste 25 films pour ceux-là. Il y aura une version 2 donc il y aura une part 2, donc ce sera un 50 meilleurs films de tous les temps, volume 2, part 1, et il y aura une partie 2, parce que là je commence clairement à fatiguer, je suis déjà quasiment à 1 heure et quelques de vidéo, donc ça sert à rien de me forcer à faire une autre heure et demie, et de bâcler le boulot, quoi. Autant faire ça bien. Donc je suis très content d'avoir repris ce format, honnêtement, ça me fait super plaisir. Si vous êtes là à m'écouter maintenant, c'est que vous êtes tapé une bonne heure de vidéo où je parle de films à l'arrache, sans aucune image, donc franchement, merci à vous. Et donc je tenais à vous dire, franchement, mais... merci de me suivre, merci à ceux qui regardent vraiment toutes les vidéos que je fais, pas uniquement les critiques, parce que voilà, les critiques, je sais que c'est intéressant, parce qu'il y a des films qui sortent et que ça vaut le coup c'est facile à voir, mais je suis content des gens vraiment qui regardent aussi les autres trucs que je propose. Là, je vous avoue que je suis un peu en déprime, parce que j'ai plein de vidéos qui ont bidé, alors que c'était mes vidéos que j'avais vraiment aimé faire, et que je trouve qu'elles apportent vraiment quelque chose au discours sur le cinéma, et tout ça, les vidéos sur Get Out, la vidéo sur le foot au cinéma... voilà, donc ça c'est et je me rends compte que si je suis pas dans un sujet d'actu, c'est hyper compliqué de décoller un peu. Alors je fais pas les trucs pour les vues, et à la fois ça m'emmerde, j'ai 11 000 abonnés, de voir que 2000 personnes regardent une vidéo dont je suis super fier, je trouve ça hyper bizarre, quoi. Enfin, tu sais, ça me touche, quoi. Je me dis, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive pas à intéresser les gens? Parce que, en plus, ce qui est bizarre, c'est que ça veut dire que les gens cliquent même pas dessus, quoi. Donc après, tu te viens à poser la question sur le putaclic, est-ce qu'il faut pas juste être là pour forcer les gens à cliquer, parce qu'après, la vidéo vaut le coup, mais juste cliquer, quoi.
Voilà, donc vous, les gens qui sont à ce moment-là de la vidéo, je sais que je peux vous faire confiance, vous êtes vraiment les fidèles, vous êtes les gens qui sont là depuis le début, j'imagine, qui m'ont demandé ce format plusieurs fois, et honnêtement, merci d'avoir insisté, parce que je comptais plus le refaire, je voulais le faire d'une manière différente, avec des invités et tout, mais au final, je me rends compte que c'est pas la même chose. Là, au moins, je suis avec vous, je raconte mes avis sur le film, tranquillou, on est pépère, franchement, ça se passe nickel. Voilà, je suis content, même si j'ai fait que 25 films ce coup-ci. Au moins, elle est dense, la vidéo, elle est cool, vous apprenez à me connaître un peu aussi. Je vais boire un petit coup d'eau. Hop. Vous apprenez aussi à me connaître, voilà, je vous ai parlé un peu de mes cours à la fac. Si vous êtes bon détective, vous pourrez peut-être même trouver où je l'ai faite, ma fac. J'en ai fait 2, des facs de cinéma. Donc voilà, il y a des choses à en tirer. Mais voilà, ça me permet d'être un peu plus proche de vous parler de cinéma de manière simple, de manière passionné, voilà, là j'ai pris des films que j'avais découverts ou redécouverts ou vus il y a longtemps, et voilà, j'ai pris c'est différent. Alors on est toujours sur le top IMDb, mais j'aime bien le faire ça, parce qu'au moins ça me force pas à choisir et à me dire pourquoi j'ai mis ce film-là. Tu vois, parce que j'ai l'impression que si tu dis pourquoi j'ai mis ce film, tu dois le défendre. Et mon but c'est pas de le défendre, c'est d'être ouais, bah, ce film-là il m'évoque ça. Ça peut être nul, comme par exemple, je sais plus quel film j'ai mis, il était dans le top, où vraiment je comprenais pas ce qu'il foutait là, quoi. Parce que c'est un film que j'aime pas. Mais c'était quel film? Ah ben c'était Scarface, oui, que j'aurais pas mis. Voilà, bah écoutez, on va se retrouver vite pour une autre vidéo de cet acabit, qui va être longue, et on va refaire les 25 dernières de cette partie 2, plus ou moins. Voilà, et si vous avez des idées de suggestions d'autres vidéos, si vous voulez me dire ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas, franchement, on en débat dans les commentaires. Ça m'a fait en tout cas très plaisir de partager du temps avec vous, pour vous, de me poser pépère et de fournir ça. En plus, avec le nouveau truc YouTube, il y a moyen que vous puissiez l'écouter en faisant autre chose, et ça, je trouve ça vraiment cool. Même si vous le faisiez avant, mais là, avec votre téléphone en marchant dans la rue, ça me fait plaisir qu'ils aient sorti cette fonctionnalité YouTube. Donc n'hésitez pas à partager. J'ai toujours un Utip, hein, vous pouvez aller regarder des pubs pour me filer un peu de thunes, ça fait toujours plaisir. Voilà, sur ce, j'ai envie de vous dire qu'on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, vous êtes vraiment les meilleurs, franchement. J'ai envie de vous dire que je vous aime, honnêtement, je vous aime. Je me fais chier à faire des vidéos souvent parce que je vous kiffe, quoi. J'ai trop envie que vous kiffiez votre race à regarder des vidéos sur le ciné. Et ça me fait trop plaisir, quoi. Donc franchement, je vous kiffe grave, tous. Même les gens qui sont casse-couilles dans les commentaires. Non, les gens qui sont méchants, je vous aime moins. Les gens qui sont casse-couilles, y a pas de problème. Franchement, être casse-couille, si vous êtes pointilleux sur des trucs, moi ça m'apprend plein de trucs. Mais méchant, j'avoue que j'ai un peu du mal. Genre insultant et tout. Mais souvent, c'est pas vous. Genre là, si vous êtes là en train de m'écouter, vous n'êtes pas les méchants, quoi. Normalement, vous ne l'êtes pas. Bon, voilà. En tout cas, je vais arrêter de vous faire perdre votre temps. Donc, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et j'ai envie de vous dire que d'ici là, bonne toile!